Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Allez, bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes en direct sur la page Facebook et je suis désolé pour les problèmes techniques, mais c'est de notre prestataire qui renvoie le flux auprès donc de Facebook. En tout cas, ce soir pour l'émission Quartier Général, c'est la 12e édition spéciale coronavirus avec pour thématique ce soir la banqueroute organisée du système de santé. On y reviendra plus tard avec une deuxième vidéo, mais pour l'instant, on va commencer en première partie justement avec nos intervenants, notamment donc pour reprendre, en espérant que le son est clair, puisque je l'ai vérifié entre-temps. En tout cas, merci d'être aussi patient. Il est 21h17. Nous sommes bien en direct sur Droit Citoyen. Il est le 25 avril. Donc, il n'y a aucun souci. On est bien en direct. Donc, il y a Nicolas. Donc, en bas à droite, Nicolas Farkas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Vincent. Au-dessus, on a Pierre. Bonsoir, Pierre. De la chaîne YouTube. De la chaîne YouTube. Voilà, merci. Décoder l'écho. Et puis on a en bas, donc juste en dessous de moi, donc on a Aldéric. Et puis celle qu'on ne voit pas mais qu'on va entendre surtout, c'est Shabia qui est avec nous en ligne. Shabia. Bonsoir à tous. Bonsoir Shabia. Donc Shabia et qui est délégué sud donc à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et donc ce soir, donc vous êtes tous les invités donc de Quartier Général pour le titre qu'on a mis en dessous. Qui est la banqueroute organisée du système de santé. Donc on va commencer peut-être avec Pierre ou Nicolas pour présenter la première vidéo, s'il vous plaît. Du coup, on peut rappeler que Shaibia, on avait déjà fait une émission avec elle au tout début, et puis Pierre aussi, c'est la deuxième. On a fait une émission il y a 2 semaines, je crois, sur la stratégie du choc, qui était basée déjà sur une vidéo que tu avais fait, Pierre, sur la stratégie du choc, que tu reprends en adaptant au coronavirus. Et l'idée là qu'on en a en parlant et en insérant cette vidéo dans la banqueroute, c'est de replacer cette banqueroute dans un système généralisé qui vise à drainer un maximum de fric. Hein. Je veux dire, c'est le système néolibéral. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que tu désignes et que tu expliques bien les choses et qu'en plus tu dessines un embryon de méthode, hein, comment faire pour se défendre. Peut-être on en parlera un peu plus si toi tu veux présenter ta vidéo un peu. Oui, alors cette vidéo, en effet, elle prend la suite de la vidéo que vous m'aviez invité à présenter il y a 15 jours sur la stratégie du choc. La première vidéo explique ce que c'est que la stratégie du choc, qui est la théorie de Naomi Klein, et comment le coronavirus et la crise du coronavirus fait clairement penser à une possibilité de stratégie du choc en France et en Europe. C'était il y a 3 semaines. Depuis 3 semaines, les choses ont un peu évolué. Ce que je constate, c'est que tous les ingrédients de la stratégie du choc sont bien là et qu'on est très clairement en train de prendre la direction d'une mise en place de l'austérité en France et en Europe. Et qui dit austérité, on le verra, dit baisse des investissements publics, baisse du nombre de fonctionnaires. Ça touchera l'hôpital comme ça touchera à tous les services publics de la même manière, et c'est bien cette direction-là qu'on prend. Donc on peut voir les 2 vidéos dans l'ordre pour ceux qui les ont pas vues, ou bien l'une indépendamment de l'autre. La première parle un petit peu plus du système de santé, celle-ci est un peu plus générale, mais c'est le même principe pour tout le monde. Et ce que j'espère vous montrer, c'est qu'on prend une direction qui est la direction de l'austérité, et c'est purement un choix politique, et c'est pas du tout une fatalité. On pourrait faire autrement, c'est juste que les politiques au pouvoir actuel ne veulent pas faire autrement, et leur but, c'est bien l'austérité. Alors justement, donc la nouvelle stratégie du choc va profondément changer notre société, et les luttes des pouvoirs seraient donc déjà engagées. C'est ça? C'est exactement ça, c'est parfait. Bon, j'ai écouté, j'ai regardé. Alors je vais essayer de lancer la vidéo, donc en tout cas pour ceux qui nous rejoignent, sachez que ce soir, service réduit, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc on va lancer la vidéo de Pierre et puis on va revenir juste après pour parler un peu plus.
Comme l'a rappelé Naomi Klein dans sa dernière vidéo, le choc du Covid-19 va profondément changer nos sociétés. Dans son livre La stratégie du choc, Naomi Klein explique comment après un choc, les luttes d'influence se forment et comment bien souvent les néolibéraux en profitent pour prendre le pouvoir. Pour plus d'explications sur la stratégie du choc et ses dangers pour aujourd'hui, vous pouvez consulter ma vidéo consacrée. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que les luttes de pouvoir sont déjà engagées entre les néolibéraux de la Commission européenne soutenus par les financiers et ceux qui voudraient leur reprendre pour enfin donner du sens à l'économie. Les néolibéraux de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du gouvernement français vont tout faire pour nous faire croire que leur solution est la bonne et qu'ils font ça dans notre intérêt. Ils vont appliquer les mêmes recettes qu'après la crise de 2008 et essayer d'amener un maximum d'États vers l'austérité. La seule manière de lutter contre ce pouvoir, c'est d'informer les gens. Il faut que chacun comprenne ce qui se passe pour être en mesure de voir qu'il s'agit juste d'un choix. C'est aussi l'analyse de Naomi Klein dans sa vidéo et c'est le but de celle-ci. N'oubliez pas de la partager, c'est un acte militant. Les décideurs sont aujourd'hui en train de douter, il faut absolument leur mettre la pression pour avoir une chance qu'ils prennent des décisions dans le bon sens. La seule chose qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre le pouvoir des financiers, c'est d'où vient l'argent. Vous entendez chaque jour des discours qui vous disent la dette c'est mal, l'argent tombe pas du ciel, et il n'y a rien de plus faux. Prenons un exemple avec un particulier qui va voir sa banque pour monter son entreprise. Il lui faut 1 million d'euros. Il demande donc un crédit de 1 million d'euros à sa banque. Dans le langage courant, les gens appellent ça un prêt. Ces 1 million d'euros ne sont pas dans les coffres de la banque. Quand la banque accorde le prêt, ou plutôt le crédit, elle crée cette monnaie. Elle écrit sur le compte du particulier 1 million d'euros et elle écrit dans ses livres de compte moins 1 million d'euros. À aucun moment, elle n'a transféré de l'argent de ses coffres vers le particulier. Elle a juste rajouté 1 million d'euros. Ça s'appelle faire de la création monétaire. C'est pour cela qu'il faut mieux appeler ça un crédit plutôt qu'un prêt. On ne peut pas prêter ce qu'on n'a pas. C'est la dette du particulier qui a créé 1 million d'euros. Quasiment toute la monnaie qui circule aujourd'hui a été créée par une dette. La monnaie que vous avez dans votre portefeuille, sur votre compte en banque, tout ça, il y a quelqu'un quelque part qui a une dette pour que vous puissiez l'avoir. Les États ont des dettes, les départements, les régions, les communes ont des dettes, les particuliers ont des dettes, les entreprises ont des dettes, et toute cette dette, ça fait qu'il y a de l'argent qui circule. Sans dette, il n'y a juste pas d'argent. Si on veut plus d'argent qui circule, il faut de plus en plus de dettes. Et d'ailleurs, quand vous remboursez votre crédit, vous détruisez la monnaie. C'est le deuxième rôle des banques. Elles accordent des crédits pour créer de la monnaie, et ensuite, quand vous remboursez, cette monnaie est détruite. C'est le but des banques. Elles émettent de la monnaie et elles la récupèrent pour le détruire. Le but, c'est que ça circule. Le rôle des banques est donc hyper puissant. Ce sont elles qui décident de ce qui mérite d'avoir un investissement. Et comme ce sont des établissements privés dont le but c'est de gagner de l'argent, elles prêtent à ce qui va rapporter de l'argent. Elles ne vont donc prêter qu'aux personnes, entreprises ou États qui vont gagner de l'argent avec cet investissement, puisqu'il faut rembourser la dette et en plus faire vivre la banque. Autrement dit, elles ne vont jamais financer quelque chose qui serait bon pour la société, mais qui est à perte. Vous ne verrez donc jamais une banque financer un hôpital public gratuit. Maintenant, on va voir ce qui se passe simplement pour les États en Europe. Nous avons la Banque centrale européenne et elle a le pouvoir de créer de la monnaie, autant qu'elle le souhaite. D'ailleurs, elle ne s'en prive pas, elle en a créé énormément depuis 2015, mais jamais pour les États. En effet, depuis les accords de Maastricht, la Banque centrale européenne n'a absolument pas le droit de prêter directement aux États. C'est pas impossible, ça n'est pas inefficace, c'est juste interdit pour une question idéologique. En France, par exemple, avant 1973, c'était bien la Banque de France qui prêtait majoritairement à l'État français. Les politiques néolibéraux au pouvoir en Europe refusent que les États puissent aller voir la BCE pour lui demander de financer des EHPAD, des hôpitaux ou la transition énergétique ou écologique. Les néolibéraux pensent que seul le marché est légitime et juste et doit décider ce qui doit être financé. Et comme le marché ne finance que ce qui est rentable, la seule chose qui est juste pour les néolibéraux, c'est ce qui est rentable et c'est ce qui rapporte de l'argent. C'est pour cette raison que seules les banques privées ont le droit de prêter aux États et pas la BCE. Les banques privées ne prêtent que pour des activités rentables. Et ça donne un pouvoir d'influence énorme aux banques privées. Et ça fait que les États sont toujours sur la menace de banques privées qui peuvent refuser de leur accorder des prêts. La partie de la banque qui a le pouvoir d'accorder des prêts ou des crédits, ça s'appelle la banque de dépôt. Mais les banques ont aussi une autre fonction, elles investissent sur les marchés financiers, elles jouent en bourse. Ça s'appelle la banque d'investissement. Et depuis 1999, les banques de dépôt et les banques d'investissement ont fusionné. Depuis cette date, les banques ont à la fois le pouvoir de créer de la monnaie, mais aussi de faire joujou sur les marchés financiers.
Ce duo complètement explosif a été à l'origine des deux crises de 1929 et de 2008. Au moment de la crise de 2008, les États européens et la BCE ont racheté tous les titres pourris des banques pour les sauver. Pour ce faire, les États européens ont fait énormément de dettes. En 2010, les banques ont menacé les États de ne plus leur accorder de crédit, sauf s'ils se mettaient à faire de l'austérité. Derrière, les politiques européens, plutôt que de changer la loi pour permettre à la BCE de prêter directement aux États, ont choisi d'aller dans cette voie et de faire de l'austérité à tous les États européens. L'austérité, ça consiste à diminuer les recettes et les dépenses de l'État. Vous avez certainement remarqué qu'en France, côté recettes, on a surtout diminué ce qui concernait les grandes fortunes et les financiers. On a supprimé la partie financière de l'ISF et pour diminuer les impôts sur les dividendes, on a créé la flat tax. Du côté des dépenses, tous les pays européens se sont mis à privatiser leurs services publics et ce sont les banques d'investissement qui en ont profité pour les racheter pour se faire payer avec. Sauf que cette moindre participation de l'État fait que depuis 2015, l'économie réelle n'arrive plus à payer les dettes de tout le monde. Et plutôt que de laisser les marchés financiers se casser la figure ou de repenser complètement le système, la BCE a décidé depuis 2015 d'injecter et de donner directement 2700 milliards d'euros aux marchés financiers pour les soutenir. Pour résumer, les banques de dépôt menacent les États de ne plus leur prêter d'argent, les États appliquent alors l'austérité, ça permet aux financiers de ne plus payer d'impôts et de prendre le contrôle des biens publics, et quand il n'y a plus assez d'argent qui circule et que tout va s'effondrer, la BCE arrive pour donner énormément d'argent aux financiers pour que tout ça continue. L'économie est en berne avec le Covid-19. Les marchés financiers devraient normalement s'effondrer puisque l'économie réelle n'arrivera jamais à créer assez de richesses pour se nourrir elle-même et pour alimenter les marchés financiers. Sauf que Christine Lagarde a déjà annoncé qu'elle allait donner aux marchés financiers 1100 milliards d'euros supplémentaires en 2020. La BCE est en train de répéter le scénario de 2008. D'ailleurs, les banques ont déjà prévenu les États qu'il allait falloir faire de l'austérité si on veut financer cette crise. Des députés européens ont proposé ce week-end des amendements pour que la BCE puisse enfin prêter directement aux États et enfin s'affranchir des marchés financiers. Ces amendements ont tous été rejetés puisque les néolibéraux sont majoritaires au Parlement européen. Mais c'est déjà une sacrée révolution que des amendements comme ça puissent arriver jusqu'au Parlement européen. En France, les néolibéraux du gouvernement annoncent qu'il faudra faire des efforts pour financer la crise. Ils préparent l'austérité mais ils hésitent, ils sentent qu'ils sont en bout de course. Les Anglais par exemple viennent de reprendre le contrôle de leur monnaie et la Banque d'Angleterre va financer directement l'État. Aux États-Unis, le gouvernement va distribuer de l'argent à tous les Américains. Une autre voie est possible plutôt que de rester sous le contrôle des banques et des marchés financiers. Nous devons utiliser cette crise pour reprendre le contrôle de notre monnaie. C'est la seule manière de faire financer ce que nous pensons juste et pas uniquement ce qui est rentable. Cette crise est à la fois une opportunité et un avertissement. Une opportunité parce qu'elle peut nous permettre de reprendre le contrôle. Un avertissement parce que d'autres crises se profilent, à commencer par les crises énergétiques et écologiques. Les financiers ne s'occuperont jamais de provisionner de l'énergie ou de construire un environnement sain pour tout le monde, puisque leur seul but est le profit. Pour l'éducation de nos enfants ou pour s'occuper des anciens, c'est pareil. Il faut absolument un État fort et indépendant des marchés financiers pour faire tous ces investissements d'avenir qui profiteront à tous. Le gouvernement hésite aujourd'hui et c'est le bon moment pour que tout le monde comprenne ce qui est en train de se jouer. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous ne devons pas limiter cet avenir au seul bénéfice de la finance. Nous devons définir nous-mêmes ce qui est juste et le mettre en œuvre. Ça se joue maintenant. Il y a bien une guerre et c'est une guerre des idées et c'est contre les néolibéraux. En tout cas, cette vidéo, pour moi, il y a le début qui me gêne beaucoup. C'est comment on peut fabriquer de l'argent quand on n'a pas de l'argent, qu'on va prêter de l'argent. On crée de l'argent et on va dire aux gens, je vous ai prêté de l'argent que j'ai pas, mais vous allez quand même me payer des intérêts dessus. C'est dingue. C'est comme ça que fonctionne, c'est ce qui s'appelle la création monétaire. Ceux qui ont fait un peu de latin savent qu'on appelle ça ex nihilo, l'argent qui est créé par les banques. Ça veut dire du néant, de rien. Quand on va voir sa banque et qu'on demande un crédit, l'argent que met la banque sur votre compte, c'est pas de l'argent à elle, c'est l'argent qu'elle crée, vraiment, physiquement. Mais comment elle peut créer de l'argent qu'elle n'a pas? Qui lui a donné cette légitimité à créer de l'argent? Moi, je voudrais créer de l'argent et je peux pas, en fait. Tu n'as pas parce que tu n'as pas la licence bancaire. C'est l'État qui donne aux établissements financiers ce qu'on appelle la licence bancaire. Tout établissement qui a une licence bancaire est capable de créer de l'argent.
et obtient ce rôle de dire que quand quelqu'un vient voir un établissement qui a une licence bancaire pour avoir de l'argent, elle est capable d'en créer, mais cet argent a une date de péremption. C'est pas de l'argent éternel, c'est de l'argent qu'il va falloir à un moment détruire, de façon à ce qu'il circule. C'est ça le principe de la création monétaire. Tu vas voir ta banque, tu lui demandes un crédit de 1 million d'euros pour monter ta boîte, elle te dit d'accord, ce 1 million d'euros par contre, il faudra le rendre, c'est un prêt c'est pas un prêt, c'est un crédit Oui, temporaire. mais cet argent, elle est quand même virtuelle et pourtant, si on me donne une carte de crédit, par exemple, En fait, c'est toi qui le crée, l'argent, Vincent. C'est moi. Quand tu rembourses. Parce que je vais L'argent obliger- n'existe pas. La banque ouvre une ligne de compte. Et toi, quand tu rembourses, tu crées l'argent par ton travail. Non, tu non, le donnes à la banque. tu crées pas d'argent, tu crées Oui, de la oui. valeur. Oui, tu crées de la valeur qui est voilà. Et Et- la ligne de compte s'annule au fur et à mesure que tu Exactement. rembourses. Au En fait, passage, tu payes des intérêts et ça, la banque, elle se les garde pour elle. C'est bien ça le bordel. Et pourtant, c'est Normalement, grâce. les intérêts, ce devrait être ce qui fait que la banque fonctionne. Les intérêts devraient représenter le risque, c'est-à-dire la perte qui est en chemin, et le coût de fonctionnement de la banque. Une banque, c'est pas une entité virtuelle, ce sont des gens qui travaillent à l'intérieur, et ces gens-là, il faut bien qu'ils mangent et qu'ils puissent avoir une vie. Ouais, bon. Donc, Après, Normalement, dans le crédit, il y a l'argent que tu prends plus qui fait vivre la banque. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, tu sois quelqu'un qui produise de la bouffe, tu demandes un crédit à ta banque pour faire monter ton exploitation, sauf que le banquier qui est à l'intérieur, il va aussi consommer ce que tu produis. Et donc, la partie qui représente les intérêts, c'est censé être cette partie que lui, il va consommer de ton travail. C'est bien ça. Le but, normalement, dans une économie de marché, c'est que tout retombe à zéro au bout. Le fait qu'une banque prenne plus d'intérêts que ce qui correspond à vraiment ce dont elle a besoin, c'est qu'il y a un défaut du marché. Normalement, le but, c'est vraiment qu'il y ait ce début où tu crées de la monnaie et où ça arrive de rien. Et ensuite, au fur et à mesure des remboursements, tout ça, au bout, retombe à zéro. Après, c'est aussi que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils gagnent plus d'argent, les banques. En fait, ils n'ont plus envie de prêter, quoi. Ça, alors justement, ça revient au sujet. Alors, on va revenir bien entendu à cette vidéo-là, mais on peut rebondir par rapport au fait qu'il faut de l'argent pour la fonction hospitalière, pour les hôpitaux, les soignants, les EHPAD et tout ça. Donc, si on est capable de créer de l'argent, pourquoi on ne donne pas de l'argent? Parce que il me semble que Pierre l'explique dans la vidéo, ou c'était une précédente peut-être. En fait, le mécanisme de création monétaire, c'était la Banque centrale, c'était la Banque de France. La Banque de France, jusqu'en 73, prêtait directement à l'État. C'est bien ce que la BCE n'a pas le droit de faire de façon statutaire, et ça clairement, Pierre, il en parle dans la vidéo. Il y a eu un amendement qui a été proposé récemment à l'Union européenne, et c'est déjà beau, comme tu le dis dans la vidéo, que ça a été proposé, mais évidemment ça n'a pas été accepté, parce qu'ils veulent, c'est l'idéologie néolibérale, c'est ce qui explique Pierre, en fait, ils veulent que les États s'endettent, ils veulent qu'il y ait de la dette qui soit créée, parce que ça alimente le marché financier. Ils en ont strictement rien à carrer, et c'est même pire, ils ont besoin de pressurer tout le reste des gens pour pouvoir alimenter, mais ça, Pierre, tu le diras peut-être mieux que moi, l'effet retour, en fait, qui fait qu'ils sont obligés de faire de l'austérité. Alors là, tu parles de l'intérêt des financiers, mais on va dire que ça, c'est l'intérêt pervers de la chose. Il y a un vrai intérêt politique. Les États européens ne sont pas d'accord entre eux pour savoir ce qu'il faut financer. Et les États européens sont en majorité néolibéraux, donc en majorité pensent que les seules choses qui doivent être financées, c'est ce que le marché finance. On parle de la santé, il y en a beaucoup de gens qui pensent que pour se soigner, les gens ils devraient payer et que ça devrait être financé parce que payent les gens. Il y a d'autres choses, on parle aussi beaucoup d'écologie qui devrait être financée. Et la majorité des écologistes, et les Verts les premiers, pensent que ce qu'il faut faire à l'écologie, c'est la rendre rentable. Donc il y a une vraie culture de la rentabilité qui fait que ce que cherche la majorité des dirigeants européens, c'est de financer des choses qui rapportent de l'argent et uniquement qui rapportent de l'argent. L'idéologie dominante, c'est cette volonté de laisser faire le marché parce qu'ils pensent que c'est le marché qui décide ce qui est le mieux pour les gens. Donc, il est hors de question pour les pays européens actuellement de se dire « je vais créer de la monnaie pour financer des hôpitaux, des EHPAD, financer une transition énergétique écologique ». On pourrait le faire, il en est juste hors de question puisque politiquement, ils ne veulent pas. Alors justement, notre arme donc ce soir, c'est d'informer les gens, de leur dire voilà, faites attention parce que justement dans cette nouvelle stratégie du choc Covid-19, il faut faire très attention à ce qui se passe. Même si on s'intéresse pas beaucoup à l'économie, au capitalisme, aux bourses, etc., etc.
Bon, il y a des gens qui, heureusement, qui s'intéressent comme Pierre et comme Nicolas. Et grâce à vous, justement, on a des informations qui nous permettent de mieux réfléchir. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire, de calculer, de voir ça. comment fonctionne. Et c'est tellement compliqué pour nous que dès qu'on met un doigt dedans, par exemple, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse créer de l'argent à partir de rien. Moi, quand je crée de l'argent, c'est quand je vais travailler, par exemple. Je sais qu'à la fin du mois, j'ai un salaire. Je travaille pour avoir de l'argent. Oui, mais J'ai ton pas- argent vient forcément d'une dette de quelqu'un. Toujours. Tout Alors- l'argent que alors- tu as décrit alors- sur ton compte en banque, c'est quelqu'un qui a Mais alors, qui de la poule et de l'œuf y arrive en premier? C'est la dette qui crée l'argent. C'est la dette qui Dans crée ce l'argent. système-là, Donc, en fait- Dans notre système actuel, il faut que quelqu'un aille voir une banque pour dire je veux faire une dette pour qu'il y ait de l'argent qui circule. Donc, Sans si je dette, dis, par exemple, pas que d'argent. pour s'enrichir, il faut savoir s'endetter, c'est vrai. Pour enrichir tout le monde, il faut que quelqu'un s'endette. Voilà. C'est pas C'est là- toujours celui qui s'endette qui s'enrichit. Ah, bah, attention. il y a hein. toujours un perdant et En un gagnant, mais l'occurrence, les plus riches d'entre nous sont les plus endettés. Les plus Oui. grandes fortunes et les plus grosses entreprises sont celles qui ont le plus de dettes. Et il n'y existe pas de plus endetté qu'une entreprise financière. Bon, on va essayer de tisser le lien avec l'hôpital public et peut-être lancer assez rapidement la petite vidéo qui part sur l'hôpital public. Mais je vois qu'il y a une question d'Eric sur le chat qui me paraît intéressante. C'est que pensez-vous de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013? Moi, je Alors, la connais pas très bien. Je sais pas toi, Pierre, si t'en penses Si, quelque je la chose. connais. En fait, Ouais. il y a eu un certain nombre de lois. Elle est partie complètement du mauvais pied. En fait, on va refaire un tout petit peu d'histoire. 1929, grosse crise qui a tout foutu par terre. Tout le monde la connaît, cette crise de 29 qui a quand même mis à plat l'économie mondiale. Derrière, il est passé un certain nombre de choses, et notamment une loi qui s'appelle le Glass-Steagall Act, que tout le monde peut aller voir sur Wikipédia, qui a séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement. Donc là, ce que je disais, c'est-à-dire une entreprise financière qui a le pouvoir de créer de la monnaie, il y en avait, ça s'appelait les banques de dépôt, et les banques qui étaient chargées de faire joujou sur les marchés financiers auxquels vous aviez des produits financiers, etc., c'était deux établissements séparés. Donc, il n'y avait pas de banque d'investissement qui pouvait dire je vais créer de la monnaie en plus en me prêtant à moi-même ou en prêtant à mes copains, comme ça je vais faire des produits financiers à tire-larigot, puis je vais acheter des trucs. Non, c'était pas possible. Ce qui faisait qu'en fait, leur pouvoir de nuisance aux établissements financiers a été hyper limité parce qu'ils ne pouvaient pas créer trop de dettes. Donc, ils n'avaient pas le pouvoir de prendre le contrôle de l'économie. Cette loi est tombée en 1999. Elle a tenu 70 ans. Et pendant 70 ans, on n'a eu aucune crise financière nulle part dans le monde. Enfin, il y a eu la crise pétrolière, mais c'était à cause du pétrole. Mais il n'y a pas eu de crise directement liée à la finance ou pour cause de la finance. En 99, George Bush fait tomber cette loi et elle tombe partout dans le monde par effet cascade parce que tout le monde voulait faire pareil. Et il a, en 8 ans, en 2008, et paf, ça a suffi pour qu'il y ait la première crise financière due à cette fusion des deux, où en effet, les banques d'investissement se sont mis à faire des crédits à tire-larigot pour faire des produits financiers dans tous les sens, et on a eu la première crise en 2008. Donc 70 ans de tranquillité versus ensuite la loi tombe, et au bout de 8 ans, on a une crise énorme. En 2013, évidemment, après la crise de 2008, puis la crise de 2010, les États se sont regardés en disant il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc, les néolibéraux qui sont au pouvoir au FMI partout ont évidemment dit hors de question, la liberté, c'est les marchés financiers qui décident, pas de Glass-Steagall Act. Et donc, les États se sont regardés et la solution de 2013, ça a été de dire aux établissements financiers eux-mêmes dites-nous des règles, celles que vous voulez, pour que finalement ça n'arrive pas. Ça, je me rappelle un peu. Ouais. Donc, ce sont les banques elles-mêmes qui ont édicté C'est les une blague, lois c'est une qui blague. sont censées nous protéger des financiers. Ce sont eux qui les ont écrites. Et vous pouvez les consulter, ces lois de 2013, c'est un ensemble de mesures de transparence, mais dans le langage financier. Donc, que entre elles sont obligées de se communiquer entre elles les pourritures qu'elles font sur le marché pour se prévenir les unes des autres. Voilà, du coup, elles se prêtent plus d'argent entre elles, ouais. Ce sont des lois de solidarité entre banques ou de transparence entre banques. Mais il n'y a rien du tout pour les États ou pour protéger les particuliers. Hein. Il n'y a rien qui s'est fait. 2013, on a donné aux fous en disant mets ta camisole comme tu veux. Ouais. Je ne sais pas si Shaibia et Aldéric, ça vous inspire des questions, des remarques? Moi, ça me fait penser à la sécurité sociale dans mon domaine, en fait, le budget de la sécurité sociale que ces vautours veulent complètement accaparer. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Et que c'est vrai qu'on voit qu'elle a été quand même amenée à une période où on ne pouvait pas, et on l'a fait. Et on n'entend pas beaucoup le mot solidarité là dans ces histoires de droits de marché et compagnie. En fait, je crois que c'est ça qui manque un peu. Ah bah, oui.
Voilà. Le Et c'est vrai libéralisme, que c'est pas de la solidarité, hein, c'est du chacun pour soi. c'est pour ça que c'est bien ce qui c'est ça. Je pense que un des gros soucis c'est ça en fait, c'est que Ah bah oui. nous on voit dans les hôpitaux la crise du Covid, même bien avant, hein, l'a mis en avant, hein, c'est que les budgets sont plus là en fait, et c'est la sécurité sociale normalement qui devait financer tout ça. Mais après ils ont créé des lois depuis 96 qui ont fait que c'est ce qu'il expliquait, hein, la T2A, la tarification à l'acte, la rentabilité, tous ces mots-là sont arrivés dans notre secteur. La santé a un coût, enfin voilà. Et on voit les dégâts aujourd'hui, quoi. Les soignants, ils ont un sac poubelle sur eux pour pouvoir soigner, quoi. Voilà. Non, pour moi, c'est pas une guerre, faut arrêter. Pour nous, c'est pas une guerre. Non. Dans la vidéo dont tu parles et qu'on va peut-être lancer après, t'as ta gueule, il y a une guerre contre l'hôpital, mais contre la solidarité, si tu veux. Complètement. Oui. Et moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps quand on est allé regarder plein de Covid, là, ce dossier, où tous les gens peuvent, s'ils veulent, porter plainte. Et c'est assez documenté. Et j'ai réalisé que depuis 2013, en fait, c'est les directeurs des hôpitaux qui sont censés gérer les stocks. Donc, ils n'ont pas géré les stocks comme il fallait. Hein. Ils nous ont mis en pénurie et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, là, on est asphyxié. Donc après, effectivement, c'est le moment pour les gens de reprendre un peu d'air, quoi, parce que c'est plus possible. C'est pas possible de travailler dans des conditions. Les gens sont vraiment en danger là aujourd'hui. C'est une vraie catastrophe. Se fabriquer avec des tutos des sacs poubelles en guise de surblouse, c'est juste pas possible. Pas avoir assez de masques pour les changer, c'est pas possible. Par rapport à la mission pédagogique que s'est assignée Pierre avec grand succès, je trouve. Et tu disais, toi, que tu avais, dans la perception de tes collègues, les 4500, tu parlais tout à l'heure quand on était hors antenne, qu'ils n'avaient pas forcément la vision sur ce que Pierre vient d'expliquer, en fait. Et je sais pas si toi, elle te paraît claire, cette vidéo, et si c'est... est-ce que ça te semble être... je sais pas, peut-être une explication qui peut parler aux gens ou ils sont hermétiques définitivement? Les gens, en fait, alors je pense pas qu'ils sont hermétiques, hein, mais ils sont plongés dans un discours dominant où la dette. C'est que si toute la journée tu te lèves, on te parle de dette. D'abord, c'est très angoissant. Moi, je suis très vigilante à comment les mots qu'on utilise. Et ce qui génère. Tout à l'heure, avec Vincent, on avait un échange sur la peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de tout, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre leur santé, on utilise des mots comme ça. Et c'est très intéressant quand je vois le président de la République d'aujourd'hui parler de héros à des gens qu'on tabassait il y a quelque temps dans les rues. Ça me fait rigoler. Enfin, ça me fait rigoler. Non, je suis très en colère, mais voilà. Donc les mots sont super importants. Et je pense que depuis tout petit, en fait, il faut sensibiliser les enfants aux forces et au poids des mots. Alors bien sûr, l'école aussi, c'est super important. Quand on voit ce qu'on a fait de l'école, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais plus de grec, plus de latin ancien. Hein, on leur apprend le civisme, enfin tout des trucs à la con qui ne servent strictement à rien. Ça les empêche de réfléchir, ça les empêche de redonner du sens aux choses en fait. Enfin bon bref, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est intéressant et que non, rien n'est hermétique parce moi je pense qu'à partir du moment où on dit c'est trop compliqué, c'est hermétique, déjà les gens ils vont se fermer d'eux-mêmes. Non, ça c'est super intéressant ce qu'il fait parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et ça permet de comprendre le système, excusez-moi, je vais être très vulgaire, de merde dans lequel on est aujourd'hui, qui nous broie. Et donc si on commence pas à expliquer le système, c'est comme à l'école, il y avait des gens, on les mettait dans les voies de garage parce qu'on partait du principe qu'ils étaient trop cons. Donc c'est pas possible, à un moment donné, il faut expliquer aux gens. Ils sont pas stupides les gens, ils comprennent tout. Donc non, moi je trouve que c'est très bien. Et puis on peut poser des questions. Bon, est-ce que je vous propose... Si vous pouvez faire un petit tract ou un truc comme ça qu'on distribuerait, moi ça m'irait bien. Peut-être Aldéric, avant de lancer la vidéo sur l'hôpital, si tu as quelque chose, une question ou une remarque. Moi, je voulais intervenir sur des choses plus concrètes et vous parler de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, pour mon cas, en EHPAD, donc je travaille dans le privé. Donc, on a été très prévoyants. Ça fait depuis mi-janvier, début février, qu'on commençait à avoir les masques. Donc, on a les moyens. Moi, par rapport à l'hôpital public, ce qui est hallucinant, c'est que je suis animateur en EHPAD, je travaille à mi-temps. J'ai une surblouse par étage. Parce que quand je change d'étage, je change de surblouse pour pas contaminer les différents étages maintenant qu'ils sont confinés par étage. Mais ce que je me rends compte, c'est que nous, les petites gens qui travaillent en EHPAD,
les femmes de ménage, les aides-soignantes, etc. On n'a pas de masque pour la vie de tous les jours. Donc ça, je fais une sorte d'appel à l'aide pour que dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, on puisse avoir des masques de la vie de tous les jours. Moi, j'ai ma voisine, j'ai eu la chance qu'elle m'ait cousu 25 masques que j'ai donnés à mes collègues. Mais c'est incroyable le sourire qu'ils m'ont fait, l'espoir que ça leur a donné, parce qu'ils ont peur pour leurs proches. Bon, nous, on n'a pas de cas pour l'instant, mais ils sont quand même... Là, on commence à sentir la fatigue. On commence à sentir le bout. Bon, on arrive à prendre le rythme, à se tasser sur là, ça fait 1 mois qu'on est en confinement dans la maison de retraite et ça nous demande beaucoup plus de boulot. Moi, j'ai plus de jambes déjà. On n'arrête pas de changer d'étage, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a besoin, et je pense que aussi bien comme les brigades de solidarité qui existent avec la JC, les Antifa, avec on va bientôt faire un reportage justement à Saint-Étienne. Comment ? On va bientôt faire un reportage à Saint-Étienne, justement. Voilà, sur Saint-Étienne, les intermittents sur Saint-Étienne qui fabriquent des masques, je pense que c'est important que nous, le personnel soignant, on puisse avoir ces masques quand on va faire nos courses dans la vie de tous les jours, parce que en fait, ça les inquiète autant de ramener la maladie à la maison, ce qui pourrait toucher leurs proches, leur maman. En plus, moi, je suis dans une résidence où j'ai quand même beaucoup de personnel qui ont plus de 50 ans, donc elles craignent aussi pour elles. Après, on travaille bien, on fait attention, on est assez au point là-dessus au niveau de l'hygiène, donc on n'a pas de cas, on croise les doigts, c'est super bien. Mais voilà, à un moment, peut-être que ça va arriver, et ça, on ne le sait pas quand ça arrivera. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo, puis on revient. Voilà, ça retisse le lien, parce que là, on a balayé le spectre, on est passé du très très large avec Pierre, une vision plus globale sur l'hôpital avec Shaibia, et puis toi, vraiment ancré dans le réel. La petite vidéo de DataGull, elle permet de montrer vraiment la guerre qui est faite à l'hôpital public et depuis les années 80. Ouais. Allez, on la lance, puis on revient juste après. Vous êtes en direct. Vous laisser. Oui. Ah, tu nous abandonnes, Pierre. Bon, merci d'être venu. Salut, merci beaucoup. Merci pour ton travail, c'est vraiment chouette. Merci. Et puis à très bientôt en tout cas pour la prochaine. Et si vous avez des questions, vous les posez, je réponds. Voilà, et puis on mettra le lien bien entendu de la chaîne de Pierre dans la vidéo de demain, qui vous permettra d'aller voir les vidéos. Et puis en tout cas merci pour les explications, parce que c'est très intéressant de savoir qu'on peut fabriquer de l'argent sans rien et que nous, on est les dindons de la farce. Et qu'on est les dindons de la farce. Moi, j'aimerais pouvoir en fabriquer. Et puis, nous, quand on crée de la fausse monnaie, on se fait avoir. Donc, voilà. Bon, on n'est pas dans le bon camp, en tout cas. Créer de la fausse monnaie, c'est juste pas avoir de licence bancaire, c'est tout. Voilà. On va fabriquer de fausses licences bancaires, tiens. Merci, en tout cas. Pierre, très bonne soirée. Salut, merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Je vais mettre la vidéo et puis on fait une petite pause. Bien entendu, prenez le temps de bien regarder la vidéo. Elle dure 5 minutes. Et on revient juste après, on est en direct sur Droit Citoyen, la page Facebook, droitcitoyen.info. À trop vouloir amputer, on finit par toucher les organes vitaux. Bonjour. En France, sur plus de 3000 établissements de santé, 1376 sont des hôpitaux publics. Ils ne représentent que 45%, mais offrent encore plus de 61% des lits en hospitalisation complète et 55% des lits en hospitalisation courte. Encore, car depuis plusieurs décennies, nos précieux hôpitaux publics font l'objet d'une guerre sans merci. La guerre des finances. L'hôpital pèserait trop dans les dépenses publiques. Passons les troupes en revue. En 2002, les hôpitaux publics disposaient de 314 000 places en hospitalisation longue. En 2018, il n'en restait que 243 000. 71 000 lits en moins. Schlack! Côté hospitalisation courte, à savoir moins de 24 heures, le nombre de places, lui, a augmenté de 12 000 lits, passant de 31 000 à 43 000. On est loin du compte. Et surtout, l'un ne remplace pas l'autre. Les places en hospitalisation longue offrent un stock de lits vides, histoire de parer aux imprévus. Une épidémie fulgurante, par exemple. Mais pourquoi cette double évolution? Faisons un petit virage historique, le virage ambulatoire. Attention, ça dérape. 1982, à gauche toute. Jacques Ralit, ministre de la Santé et membre du Parti communiste, confie la direction des hôpitaux à Jean de Kervasdoué. Cet ingénieur des eaux et forêts visite l'université américaine de Cornell et y découvre les Diagnosis Related Groups, une ingénieuse façon de classer les malades hospitalisés. Le but, identifier précisément le coût de chaque séjour. L'outil rêvé pour maîtriser les dépenses de ces fichus hôpitaux. En 1982 naît donc le PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information. Son objectif, mesurer la production de soins dans chaque unité médicale.
Il reste peu utilisé jusqu'en 1996. Attention, virage à droite. Alain Juppé, alors Premier ministre, lance son plan pour contenir les dépenses de la sécurité sociale. Au menu notamment, création de l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui doit aider à réduire les dépenses de santé. L'ONDAM est une limite budgétaire annuelle votée par le Parlement. Mais aussi, utilisation pour la première fois du PMSI dans le calcul des budgets alloués aux hôpitaux. Ou comment injecter dans les habitudes la notion de rentabilité d'un séjour hospitalier. 2002, le plan Hôpital 2007 propose une nouvelle méthode de financement des hôpitaux, la T2A, tarification à l'activité. Désormais, chaque hôpital doit classer sa patientèle dans l'un des 800 groupes homogènes de malades. La sécurité sociale paye ensuite l'hôpital pour chaque acte médical selon les barèmes de la T2A qui est révisée chaque année. Tout est en place. D'un côté, l'ONDAM maintient la pression en définissant un budget inférieur aux besoins prévus. Économie mon amour. En 2019, par exemple, la croissance de l'ONDAM était de 2,4%, là où la Commission des comptes de la Sécurité sociale estimait l'augmentation des besoins en matière de santé à 4,4%. Mais heureusement, la T2A est là pour repérer les opérations les plus rentables et optimiser au mieux le management de l'entreprise hôpital. Cadeau bonus, en 2005, les directeurs d'hôpitaux sont autorisés à contracter des emprunts sans attendre l'aval du directoire de l'établissement. Si l'État ne vous aide pas assez, demandez donc aux banques. En pleine épidémie d'emprunts toxiques, c'est pas le meilleur geste barrière qui soit. Entre 2002 et 2013, l'endettement des hôpitaux publics est passé de 9 à 30 milliards d'euros. Bon nombre d'établissements se retrouvent donc au bord de l'asphyxie budgétaire et la plus grosse variable d'ajustement va être le personnel. Entre 2010 et 2017, la productivité dans les hôpitaux publics a bondi de près de 15% et les effectifs de 2%. De quoi briser plus d'un soignant. Les arrêts maladie sont d'ailleurs plus importants dans le secteur hospitalier que dans tous les autres secteurs. Et ne parlons pas des salaires. Les payes du personnel des hôpitaux sont inférieures de 10% au salaire moyen dans l'Hexagone, classant la France 28e sur 32 au sein de l'OCDE. Classe. La principale guerre sanitaire de ces 40 dernières années a été menée contre l'hôpital public. Le PMSI, l'ONDAM, la T2A, sous prétexte d'économie, ces outils d'optimisation ont installé une rengaine fatale. Si l'hôpital est déficitaire, c'est de sa faute. Mais quid des facteurs externes qui font mécaniquement grimper les dépenses de santé? Vieillissement de la population, équipements médicaux plus coûteux, augmentation du niveau de vie. Dans tout diagnostic, le contexte est essentiel. Il est temps de repenser collectivement nos priorités. Mais encore faudrait-il avoir une société où le dialogue et la prise de décision soient réellement démocratiques. Allez, plutôt que d'amputer, et si nous tentions d'autres traitements? Alors justement, Shabia, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'ambulatoire a-t-il tué l'hôpital public? J'ai pas entendu le début. Est-ce que l'ambulatoire a-t-il tué l'hôpital public? L'ambulatoire. Eh ben, écoute, moi, j'ai cherché là des chiffres pour être très clair, depuis quand on s'est contacté. Rien que depuis entre 2016 et 2019, sur mon hôpital, il y a eu plus d'une cinquantaine de lits conventionnels qui ont été enlevés. En fait, à chaque fois. Sur un total de combien? Alors, je sais pas le total, par contre, des lits, mais à chaque fois, par exemple, en 2015, il y a eu 20 lits de chirurgie digestive qui ont été supprimés pour de l'ambulatoire. Et à chaque fois, en fait, ils font ça. C'est-à-dire que c'est un peu la méthode du salami. Je sais pas où tu découpes petit bout par petit bout, en fait. Comme ça se voit pas trop au début. Bah, c'est exactement ça. C'est le saucisson, tu le coupes en tranches pour le manger. Voilà, bah, ça marche avec le salami, c'est pareil. Hein. En général, le salami, c'est en tranches fines. Si tu veux. Voilà. Et le souci, c'est que là, on le voit avec la crise Covid, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a un peu peur parce que ils ont fermé énormément de lits conventionnels sous prétexte qu'il y avait le Covid. Ils ont mis beaucoup de personnel à domicile, en maintien à domicile, pour les protéger. Et en fait, on a peur qu'ils en profitent pour pas rouvrir ces lits. Voilà. Ouais. Et l'ambulatoire, c'était la grande mode. Chez nous, c'est arrivé entre 2012-2013, surtout en 2016. Et le souci, c'est que c'est horrible comme prise en charge, en fait. Le patient, déjà, il va en marchant au bloc. Voilà. C'est terrible, ça.
Non, bah non, c'était l'idée, il est en bonne santé avant d'être opéré, donc pour une appendicite, il peut marcher. Donc ça te fait économiser du personnel, ça te fait économiser 2 brancardiers. C'est super sournois, hein, mais en fait, Mais c'est cruel, en fait, même. C'est terrifiant. C'est Bah, terrifiant. tant qu'il Puis marche, nous, il marche. Hein. voilà, les fameux salons d'accueil pour se faire opérer, bah, en fait, au lieu d'être dans un lit, t'es sur un fauteuil et t'attends, quoi. Plein de petites choses comme ça, voilà, qui font économiser. C'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. Ce qui leur coûte cher à eux, c'est le personnel. Donc l'idée, c'est vraiment et l'ambulatoire, c'est ça. Il y a moins de personnel parce que quand t'es dans un lit, t'arrives la veille, tu restes un peu plus longtemps. Alors qu'en ambulatoire, tu rentres, tu sors, point barre. Sauf qu'ils n'ont jamais voulu nous donner les chiffres des gens qui revenaient aux urgences parce qu'ils étaient infectés ou des gens qui mouraient suite à une infection après une opération. Donc c'est vrai que moi j'en ai quelques-uns. Je veux dire, en tant que syndicaliste, il y a de plus en plus, mais en tant que syndicaliste ou pas d'ailleurs, hein, les personnels qui protestent, ceux qui sont il y en a précaires, de plus en plus, sont bien dégagés. sûr. Puis nous, on a quand même des témoignages, il faut pas le dire. On peut pas le dire parce que bien entendu, on parlait justement avec Chaibia du droit de réserve, donc c'est un peu problématique pour ceux qui veulent éventuellement témoigner, à part le faire à visage découvert ou en truquant leur voix, c'est pas facile, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Sauf que heureusement qu'on a Chaibia qui est délégué sud à l'hôpital Édouard à Lyon pour pouvoir témoigner. Ouais. Elle est censée être protégée par son statut syndical, mais c'est pas forcément évident pour toi non plus, en fait, même si tu es protégé, t'es salarié. Non. Moi, personnellement, j'ai eu pas mal de soucis. D'autres collègues CGT ont eu des soucis. Hein. Il n'y a que les partenaires sociaux qui sont à l'abri. Mais non, il faut être très clair. Il y a le règne de la terreur, mais c'est comme dans toutes les boîtes. Hein. Que ce soit l'hôpital ou n'importe quelle boîte, même dans les EHPAD, on suit. C'est compliqué de pouvoir s'exprimer et de dire ce qui se passe dans la boîte. On va nous en parler, ouais. Aldéric, comment ça se passe chez toi? Bah, nous, depuis qu'il y a les changements, qu'on n'a plus de délégués du personnel au sein de l'entreprise, bah, il n'y a plus de dialogue social. Carrément, mais pourquoi, de quel droit? En fait, au niveau national, alors ça, j'ai pas tout à fait. Et c'est un EHPAD privé ou public? Privé. Privé, d'accord. Et non, il n'y a plus de délégués personnels. En fait, maintenant, ils ont remplacé ça par les CSE. Oui, ok. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, on fait des réunions pour que nos conditions de travail soient bien, pour qu'on évite aussi qu'il y ait des longs arrêts de travail. Donc, on avait bossé là-dessus jusqu'à début février. Et quand il y a eu le Covid, bah, ça a tout stoppé. Mais il n'y a pas des élections pour le CSE? Qui est les salariés qui participent? Non, c'est une personnelle qui a été nommée parce qu'elle a fait la formation et donc elle nous forme là-dessus. Nommée par la direction? Non, c'est pas la direction, c'est elle qui a voulu faire cette formation. D'accord. Ouais. Et du coup, bon, elle essaye de faire ça bien. Elle s'est rendue compte aussi que en fait, elle n'avait peut-être pas toutes les épaules pour pouvoir assumer cette chose-là, parce que ça remonte quand même beaucoup de fatigue du personnel, de manque de personnel, et du coup, elle s'est retrouvée le cul entre deux chaises. C'est la loi travail, ça. Hein. Alors justement, je voudrais préciser, parce que la vidéo, elle cite beaucoup de chiffres, de dates, et puis aussi, on parle de T2A, donc les gens ils savent pas trop ce que c'est la T2A. Donc c'est tout ça en fait, tout ce qui est tarification, la facturation à l'acte, c'est ce qui a permis justement à l'hôpital public de s'enfoncer un peu plus dans le rendement, dans le chiffre, et pas forcément dans le service, dans l'humain. Et il y a aussi le problème qu'on évite souvent, enfin que les politiques évitent souvent d'en parler, parce qu'ils ont quand même une certaine responsabilité, du moins les gouvernements précédents, c'est les emprunts toxiques. Ça, il y a beaucoup d'hôpitaux qui se sont bien enfoncés le clou à cause des emprunts toxiques. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont encore endettés avec les emprunts toxiques. Donc, je veux dire, grosso modo, l'hôpital public paye les erreurs des autres. Et ça ne doit pas être à la charge des patients. Ça change avant 96, il n'y avait pas de budget. Voilà. Avant 96, il n'y avait pas de budget. Il y avait un budget qui était, c'était la sécurité sociale qui donnait en fonction des besoins de l'hôpital. Alors il faut rappeler, la sécurité sociale, c'est qui la finance? Pardon? Non, mais il y a eu l'ONDAM. Ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est qu'il y a eu l'ONDAM avant. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a avant, il n'y avait pas l'ONDAM. Et après, c'est arrivé ce machin qui a mis en place cette rendabilité, en fait. Voilà. Et du coup, il explique bien dans la vidéo, 2, et quelques, ça va pas, il faudrait même pas d'ONDAM, en fait. Voilà. Ah oui. Parce que le problème, c'est que quand ton patient y rentre, la T2A, elle va dire une appendicite, c'est tant de jours.
on rembourse tant, mais s'il fait du dépassement, bah, c'est l'hôpital qui trinque. C'est ça que les gens savent pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes rapidement parce qu'à partir de quelques jours, eh ben, la Sécu ne prend plus en charge parce que pour elle, une appendicite, c'est 2-3 jours. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dramatique parce que tout ce qui est cancer, tout ce qui est réa, tout ce qui est brûlé, d'ailleurs, ils ont dézingué un peu le service des brûlés chez nous avec leur mariage avec les Saint-Jean, là. Tout ce qui est un peu cher est en train risque de ne plus être pris en charge correctement. Parce que le privé, il faut pas se leurrer, hein. Ils vont aller que vers les actes rentables. Voilà. Dès que c'est pas rentable, c'est pour ça que ce qui se passe dans les EHPAD, il faut vraiment regarder, c'est très significatif. On a une population qui est vieillissante, qui a besoin de soins, on n'y met pas les moyens. Pourquoi ces anciens, ils ont le droit de finir correctement leur vie. Bien sûr. Oui. Mais alors, ce qui est là, on a Aldo qui apparemment, toi, c'est pas si dramatique, toi, dans ton EHPAD à toi, vous avez des surblouses, vous n'êtes pas touché par la T2A, ça touche que l'hôpital, hein. Donc, mais par contre, tu as des collègues qui bossent dans d'autres services. Tu travailles pas pour Corian, par exemple, le groupe Corian qui, voilà, donc c'est peut-être, t'es peut-être pas dans le coin le plus difficile, mais bon, même si toi tu fais partie d'un EHPAD qui est pas dans les plus maltraitants. Si vous arrivez à pas trop maltraiter les vieux dont vous vous occupez, les personnes âgées, à la limite, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour vous, c'est déjà tendu. Vous n'avez pas assez de postes, vous avez pas, vous maltraitez vous à défaut de maltraiter les personnes âgées. Oui, c'est assez physique. Après, bon, il y a deux choses. Ouais, les conditions d'hygiène, on avait anticipé les choses depuis longtemps, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, juste sur l'animation, donc sur les loisirs, sur la vie quotidienne, maintenant qu'ils n'ont plus de visites, que les personnels ils courent dans tous les sens. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir m'aider. Ils participent beaucoup moins qu'avant avec moi en animation. Moi, j'aimais bien intégrer les aides-soignantes, les infirmiers, la carte d'infirmière pour qu'on fasse des choses. Donc, ils font en sorte d'être présents. Ma directrice, je trouve qu'elle fait plutôt un bon boulot. Elle va amener des informations. Quand je lui demande du matériel, là, donc on a mis en place des clés USB pour que je puisse mettre de la musique individualisée dans leur chambre. Tout ça, je les ai. Donc ça, c'est très bien. Mais par exemple, sur l'animation, moi, je demandais à faire des heures en plus parce qu'on a supprimé tous les intervenants extérieurs en gym douce, sophrologie, etc., etc. Et voilà, elles sont pas acceptées. Il n'y a pas le budget, ouais. Ouais, mais je sais pas si c'est pas le même budget. Il y a le budget animation et le budget salaire. Et pourtant, ils en ont besoin. Là, ils commencent. Les 2 premières semaines, nous, les confinements, on connaît quand il y a la grippe, la gastro. Ça dure 1 semaine, 2 semaines. Ils deviennent complètement paumés parce qu'ils n'ont plus le rythme de descendre en animation. Oui, c'est important, ça. Pour vous, c'est pas nouveau, le confinement, en fait. C'est pas nouveau, ouais. C'est pas nouveau. Donc, moi, j'avais très peur, parce que je le voyais bien venir, que le confinement allait durer dans les étages. Donc, ils sont confinés par étage. Hein. Comme on n'a pas de cas, ils ne sont pas confinés dans leur chambre. Et puis, on a prévu au cas où, s'il y avait des foyers contaminés, qu'ils soient mis dans une aile où voilà, il n'y aura que des contaminés. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de pallier, de les soutenir. Puis, il y a des gens qui demandent tout simplement à mourir, à partir. Donc, ils n'ont pas la visite de leurs proches. Donc, les gens qui perdent l'appétit, tout ça, on a pu quand même commencer à faire des visites auprès des proches, ce qui est très important. Là, ça va être mis en place avec un protocole de protection, avec un plexiglas qui va permettre aux familles de venir. Et puis comme il y a des moyens, on a une tablette pour créer des visiophones. Donc, pour l'instant, je dirais que les résidents, là, ça, ils ont pris le rythme. Ça fait 1 mois qu'ils sont dans leur chambre et dans l'étage. Et ils se recréent un mode de vie où ils reprennent leurs habitudes de ranger leurs affaires, de faire attention à ça. Ils créent leur rythme eux-mêmes sur ceux qui sont les moins paumés. Après, voilà, il y a des. Finalement, un peu, toi, tu me disais tout à l'heure, par rapport aux 3 années précédentes avec les épidémies de grippe qui étaient quand même assez costauds, quelque part, c'est pas pire Covid chez toi, quoi. Tant qu'on n'a pas de cas, c'est pas pire. Mais par rapport aux épidémies de grippe de l'année dernière, par exemple, ça s'était passé comment pour vous? Nous, ça va. Le fait que je sois dans une petite résidence, ça fait moins de personnel, donc moins de rencontres. Et par exemple, l'unité Alzheimer, j'ai pas le droit d'y aller depuis début février.
C'est-à-dire que comme c'est des gens qui vont déambuler, qui vont se balader dans les couloirs, et donc là, les transmissions, elles sont beaucoup plus rapides que dans les autres étages. Donc, voilà, j'y vais plus. Mais non, ça va sur les grilles. C'est les gastro qui sont un peu chiantes parce que voilà, ça fait beaucoup plus de boulot et que pour les résidents, bah, quand ils vomissent, ils ont la diarrhée, tout ça, c'est très dur pour eux. La grippe, ça les couche pendant 1 semaine, 2 semaines. Là, le Covid, ouais, ça va être sur les personnes fragiles, ouais, ça peut faire des gros dégâts. Bon, juste je vais faire une parenthèse parce que j'étais quand même sur la page Facebook, il y a quand même des commentaires. Je vous remercie pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Merci pour vos commentaires, il y en a pas mal en tout cas. Juste pour une précision, tout à l'heure on parlait des brigades de solidarité. Donc il y en a une qui ont été montées par la JC42 et le comité Antifa de Saint-Étienne, qui en soi sont plus ou moins les mêmes personnes et c'est bien parce que moi j'ai vu quelques photos et ça s'organise bien. Alors forcément j'ai une visibilité sur Saint-Étienne puisqu'on est à Saint-Étienne. Mais par exemple, dans d'autres villes, je suppose que il y a des actions similaires. Bah, il y a des choses qui se passent à Lyon, ouais. On a vu avec Nelson à l'émission Parole de Gilets jaunes, ouais. Ouais. Peut-être on va te faire parler un maximum, Shaibia, parce que tu voulais partir un peu tôt, du coup, avant que tu t'en ailles. Toi, qu'est-ce que sur les EHPAD, eux, ils connaissent un peu les histoires de confinement. Vous, à l'hôpital, c'est complètement nouveau pour vous, tout ça. C'est complètement nouveau et il disait un truc intéressant, Aldéric, tout à l'heure. Nous, on n'a pas de masque pour rentrer à la maison pour pas contaminer nos proches, par exemple. Donc, bon, les agents se débrouillent. Hein. C'est des voisins. Moi, j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital, c'est leurs voisins, pareil, qui ont fabriqué des masques. Donc, il y a énormément de solidarité, par contre, qui s'est mis en place. Mais on s'attendait pas à ça, effectivement. On s'attendait pas à une telle pénurie, surtout de matériel, de se balader avec la même surblouse d'un patient à un autre, jusqu'à ce qu'elle soit souillée. Donc moi, j'ai demandé au directeur ce qu'il entendait par souillé, parce qu'un microbe, c'est 0,04 nanomètres. Enfin, c'est tout petit. Ça se voit pas trop à l'œil nu, ouais. Ça se voit pas trop à l'œil nu. Donc là, c'est des discours qui sont pas entendables. Et c'est vrai que les gens, ils sont un peu choqués. Ils pensaient pas qu'on en était arrivé à ce point-là, en fait. C'est surtout ça mais par contre, ils font preuve d'un courage et d'une abnégation. J'aurais jamais pensé ça. On parlait beaucoup tout à l'heure de la nature humaine, tout ça. Les hôpitaux publics, ils tiennent grâce à ça. Grâce vraiment à l'engagement des soignants. Mais moi, par exemple, tu vois, on parlait de le titre, la banqueroute organisée. Ouais. Donner une prime qu'aux soignants, c'est dégueulasse. Voilà. Un hôpital public, il n'y a pas que des soignants. Il y a des soignants, mais il y a aussi les non-soignants. Hein. Il y a des animateurs, il y a des ouvriers, il y a des électriciens, il y a des administratifs, il y a des secrétaires, enfin, il y a des agents de maintenance, il y a des agents de sécurité. Donc, c'est vraiment divisé pour mieux régner. Et là, ça sera la goutte d'eau parce que les gens vont pas tomber là-dedans. Si je peux me permettre, Chabia, moi C'est comme... je sais pas si vous avez les sociétés d'autoroute. Quand tu es soignant, tu payes pas. Si tu n'es pas soignant, tu payes. Oui, et il y a les trains aussi également, Shaibia. Les trains sont gratuits pour les soignants également. On t'entend pas bien, Vincent. Ouais, je disais que les trains sont gratuits également pour les soignants. Je sais, mais oui, et les autres? Ben moi justement, moi qui ai travaillé 15 mois aux urgences de Saint-Étienne, qui était en charge de l'admission des patients aux urgences adultes, une petite pensée pour mes anciens collègues qui me regardent de temps en temps. On connaît la pénibilité du travail de nos collègues soignants et les soignants connaissent aussi notre pénibilité de travail à nous. Voilà, parce qu'on est en première ligne. On est en première ligne. Dans tous les hôpitaux, ils ne sont pas organisés de la même façon, mais nous, ce sont des adjoints administratifs qui sont en charge de l'admission des patients. Eh bien, on se sent des fois oubliés. Et je pense que là, mes collègues se sentent encore plus oubliés dans le cadre du Covid-19. Alors, parce que on remplit beaucoup, on est multitâche, hein, parce qu'on fait aussi de la facturation. Donc forcément, les facturations à l'acte, je connais. Mais on fait l'accueil des patients, on dépiste aussi les symptômes graves. Hein, quand c'est des signes vitaux qui sont engagés, bah forcément, c'est nous qui devons faire les premiers tris pour alerter l'infirmier d'orientation. Mais il y a aussi tout le lien avec la famille. Donc là, ça doit être difficile pour eux de faire toujours blocage parce que forcément, il y a moins de visites. Donc faut savoir, c'est que les gens quand ils ont de la famille, alors c'est peut-être aussi à l'EHPAD, c'est exactement la même chose. Quand il y a des gens qui sont en soins et qui ne peuvent pas être visités, et surtout quand c'est des personnes âgées, c'est malheureux de les voir. Alors moi qui les ai vus aux urgences, c'est malheureux de voir des gens d'un certain âge qui soient sur des brancards et qui ne puissent être vus par personne. Et ça, c'est très malheureux de les voir dans la détresse humaine. Ouais.
Donc voilà, donc on voit Mm. beaucoup de choses et il faut pas oublier justement tous les corps de métier qui travaillent dans les hôpitaux. Et on a oublié justement parce qu'il y a eu un reportage il y a pas longtemps, de ceux qui travaillent en cuisine. Parce qu'il y a ceux qui font tourner la boutique, il y a ceux qui s'occupent de la maintenance générale, hein, pas simplement du chauffage, de la clim, mais il y a aussi qui s'assurent que tout fonctionne bien parce qu'il y a de l'oxygène dans un hôpital. Donc il y a aussi le SAMU, donc les mécaniciens des hélicoptères, il y a les conducteurs de véhicules, il y a tout ça en fait, c'est une grosse machine, il faut pas croire. Hein. Il y a énorme. Alors je crois qu'à Saint-Étienne, il y a plus de 120 corps de métiers différents. Voilà. Et donc, donner une prime aux soignants et laisser les autres de côté, c'est dégueulasse. Voilà. Mais déjà, en soi, C'est donner vraiment- une prime, voilà. c'est du foutage de gueule, en fait. Ce qu'il faut, c'est En des plus. augmentations de salaire, déjà, en Exactement, soi. mais je suis d'accord. Sachant Tout qu'il y a à des fait. augmentations Ouais, non, de mais salaire c'est qui ont clair, déjà été c'est demandées clair. pendant plusieurs Donc, fois. Ouais. voilà. Donc, c'est vrai que, puis bon, même au niveau des médicaments, je sais pas si vous êtes au courant, mais on va commencer à manquer au niveau des anesthésiants, au niveau du curare, du propofol, tout ce qui sert à sédater. Ça, c'est des là, j'ai vu rumeurs qu'un qui des- courent depuis 3 semaines, c'est Non, avéré, non. toi. Tu confirmes, C'est c'est pas des avéré, rumeurs, c'est c'est vrai. avéré, je confirme, on a eu une note, il faut faire attention au dosage et tout ça. Je laisserai Aldéric peut-être intervenir, mais en tout cas dans les hôpitaux, c'est confirmé. Donc il va y avoir des molécules pour les animaux. Qui vont être données aux humains. Donc bon, c'est une question de dosage, de dénominations qui sont pas les mêmes. Donc il faut qu'on soit vigilant parce quand on a des habitudes, on peut se tromper. Ça demande aussi donc beaucoup plus de rigueur parce que c'est un changement. Déjà que les gens sont très très stressés et fatigués. Nous on est très inquiets parce qu'il y aura un contre-coup comme en Chine de stress post-traumatique parce que les gens ont dû faire face, mais il y aura des retombées parce qu'en réa par exemple, mais c'est des heures et des heures de travail. C'est très très lourd les prises en charge. Ah, mais Voilà, c'est un peu donc, flippant ce que tu dis là sur les médicaments c'est pour flippant. animaux. Ah oui, ouais. et c'est flippant. Alors moi, j'ai quelqu'un qui m'a expliqué, un médecin qui a l'habitude que c'est une histoire de dosage. La molécule est la même en fait, c'est Ouais, mais juste le comme t'as dosage. dit, avec la fatigue, Les gens seront vigilants, mais comment ça se fait que 6e puissance mondiale, 2e puissance européenne, on n'ait pas assez de médicaments anesthésiants parce que il a dit un truc intéressant tout à l'heure, Pierre, ce n'est qu'une petite crise qui montre les prémices d'autres crises qui arrivent, écologiques, énergétiques, même humaines. Voilà. Donc si on change pas le modèle, parce que bon, on n'en parle plus, mais le modèle politique et sociétal, on va continuer à aller dans un mur. Voilà. c'est une Ça, question de c'est rien, survie ce qui se maintenant, passe c'est très aujourd'hui. clair. Ah, Maintenant, c'est une complet. question de survie. Complet. Ouais. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, on va faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook droitcitoyen.info parce que vous êtes quand même pas mal ce soir et on n'a pas pu répondre à tout le monde. Oui, Aldéric? Non, J'ai je vu fais un coucou. un petit coucou, voilà, coucou à tout le monde en tout cas. Notamment David qui nous a laissé un message. Il y a Eric qui est parti entre temps. Il y a Linda qui nous suit. Alors justement, David, qu'est-ce qu'il dit? Un système qui ne marche plus, l'hôpital public. Ben oui. L'hôpital public est sur un brancard, direction les urgences. En C'est ce que réanimation. montre bien le petit reportage. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une guerre, quoi. Ça a été saccagé, quoi. Ouais. Complètement. Alors justement, je parlais tout à l'heure des emprunts toxiques, parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont endettés. Il y a une bonne idée qui a germé il n'y a pas longtemps au sein du gouvernement, c'était de privatiser certains hôpitaux publics. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne solution? Mais c'est déjà privatisé en fait. L'hôpital public, en fait, il y a des hôpitaux qui sont construits par Bouygues et l'hôpital public est obligé de louer l'hôpital pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et Bouygues fait déjà du fric en fait sur la construction de l'hôpital. Bernard Friot explique ça très bien quand on parlera peut-être, on doit faire une émission, ça fait un moment qu'on en parle sur le salaire à vie et sur le revenu de base. Bernard Friot, lui, il est historien de la sécurité sociale et il explique de façon complémentaire à ce que dit Pierre, ce qu'a dit Pierre au début de cette émission, comment par la sécurité sociale, on a pu financer l'hôpital public. Il faut se rappeler, on est passé de l'hospice, c'était un truc horrible, à l'hôpital public qui jusque dans les années 2000 était le premier système de santé dans le monde, il était reconnu comme tel par l'OMS, sans zéro endettement, juste en augmentant le taux de cotisation et par augmentation du taux de cotisation, on a pu financer l'hôpital public sans aucun endettement. Et l'arrivée de l'endettement, dans le cadre de ce qu'explique Pierre en plus dans les emprunts toxiques, quand tu additionnes les deux vidéos qu'on a passées, c'est très clair, c'est déjà des petits bouts de privatisation, ils font ça petit à petit. Comme la Sécu, en fait, la Sécu, c'était géré par les salariés, c'est pas l'État, la sécurité sociale, ça n'est pas l'État.
Est-ce que je peux juste donner un exemple, Vas-y, par bien sûr, exemple, bien sûr, voilà, ouais. je me permets parce que ça me tient à cœur. tu fais bien. Alors, il y a plein de choses qui me viennent, mais la privatisation, effectivement, tu as raison, c'est déjà en cours, c'est rampant depuis des années. J'en veux pour exemple l'entretien. Le bio-nettoyage. Depuis quelques années, le bio-nettoyage est rentré à l'hôpital. Ça veut dire quoi? C'est des entreprises privées qui payent à coups de lance-pierre des dames, voilà, souvent des familles monoparentales en difficulté, qui viennent le matin faire ce qu'elles peuvent et ensuite elles vont à Auchan, Carrefour et tout. J'en veux pour preuve qu'on n'a pas moyen d'avoir les plannings de leur passage parce qu'avec le Covid, c'est une telle catastrophe qu'on voudrait que ça passe plus souvent. Eh ben, c'est pas possible. Pendant 15 jours, les réas, les vestiaires n'ont pas été nettoyés parce que ces gens-là ont peut-être eu peur ou étaient malades et ne sont pas venus. C'est ça la privatisation, d'accord? Le service public, il a une mission d'intérêt général. La privatisation, il n'y a pas de mission d'intérêt général et c'est la rentabilité. Donc il faut arrêter. Donc là, aujourd'hui, moi je peux le dire, sur Édouard Herriot, on ne peut pas garantir de l'hygiène hospitalière. On demande aux États. Exactement. Voilà. Donc c'est rampant. Pareil pour tout ce qui, ils essayent de privatiser tout. On appelle ça les trucs secondaires, les services secondaires. Voilà. Donc ils réduisent le personnel. Par exemple la lingerie, la blanchisserie. Il y a de moins en moins de monde dans la blanchisserie. Donc c'est une catastrophe. Il n'y a pas assez de draps. Il n'y a pas assez de linge. C'est toujours. Voilà. On n'est pas livré comme il faut. Par exemple, la cuisine aussi, on pense qu'ils vont pas tout ce qui est électricité. Vous savez que pour l'hôpital Édouard Herriot, il y a une personne la nuit toute seule en 12 heures et une en astreinte. Donc si vous voulez, s'il y a un gros pépin électrique, le temps que l'astreinte arrive, ça va être compliqué. Voilà. C'est ça la privatisation. Également pour la maintenance des ascenseurs. Du personnel. Voilà, pour que ça soit rentable. Et à côté de ça, on fait rentrer Starbucks, qui vend ses cafés, voilà, qui ne paye même pas ses impôts en France en plus. On fait rentrer Hapital. Starbucks dans l'hôpital Édouard Herriot. Attends, j'avais pas fait. Si, à l'entrée. Quand tu rentres dans la cour. Moi, j'irai pas boire un café là-bas, mais oui. Depuis 1 an et demi, 2 ans. On a fait des manifs et tout, mais voilà. Donc, c'est comme les parkings payants, hein. Voilà, par Vinci. C'est comme tout ce qui est, par exemple, le service public. Eh ben, à l'époque, on lavait les cheveux, on faisait des manucures. Maintenant, c'est Hapital. Il faut que la dame, elle appelle et elle paye un service. Voilà. Privatiser l'hôpital, il y a plus de 50 000 morts aux États-Unis. Pourquoi? Du Covid. Pourquoi? Et encore, ce qu'on connaît. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Parce que leur système social, il est moribond, parce que tu as de l'argent, ça va, tu n'as pas d'argent, tu crèves. Donc non, il ne faut pas privatiser les hôpitaux publics, même si c'est déjà rampant, mais on lutte contre ça. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Non, mais on sent que ça te tient à cœur, c'est bien. Ouais. Surtout de proposer des services additionnels. D'ailleurs, j'ai bien aimé la chanson de Vincent, ça m'énerve. Vincent, on t'entend pas bien quand tu parles. Moi, je sais pas, le son, il est bien, après... Arrêtez de m'embêter. Je fais de mon mieux. Je suis tout seul, j'ai pas de retour son, donc je sais pas ce que ça donne de votre côté. Moi ça va très bien. Ok. Voilà. Derrick, juste préciser, il est 22h19, vous êtes toujours en direct sur Droit Citoyen. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter, surtout à la partager parce que ce soir on est en équipe réduite, on n'a pas de community manager, donc n'hésitez pas à nous aider en partageant cette vidéo en séance vidéo sous les groupes notamment, puisque nous sommes limités. Mon cher Nicolas. J'ai vu que Candy avait fait des partages quand même. Ouais, merci en tout cas. Merci. Linda aussi. Merci Linda et Candy. Ouais. Alors justement, Elderic, pour ce qui est de l'EHPAD, comment vivent justement là? Parce que tu disais tout à l'heure, ils reprennent quelques habitudes, ils s'adaptent, mais l'éloignement, est-ce que c'est pas difficile pour eux? Ça dépend des gens, parce que déjà, de manière habituelle, il y a des résidents, ils n'ont pas beaucoup de visites, ou ils ont très peu de proches, ils n'ont pas eu d'enfants, tout ça. Donc ces gens-là, de toute manière, ça ne change pas grand-chose. Mais on a des personnes qui ont des visites tous les jours. Il y a leurs nièces, leurs enfants qui viennent, mais vraiment tous les jours. Donc pour ces gens-là, ça devient plus difficile. Ils perdent ce repère de la visite de tous les jours. Bon, ils ont l'animation, on fait le taf. Hein. Moi, je vois mes collègues, l'infirmière a fait un taf super bien au niveau humain. Elle a une présence pour les réconforter, pour leur donner le moral. Mais du coup, pour ces gens-là qui n'ont plus les visites, ils perdent le goût. Certains, ils perdent le goût de la vie, donc ils perdent le goût de l'appétit. Donc, on a fait en sorte de pouvoir, pour 2 personnes, que leurs proches puissent venir les voir avec des conditions d'hygiène.
On s'est adapté, ça a été fait, ça s'est improvisé, mais on a fait en sorte que voilà, ils puissent continuer à les voir. D'accord. Voilà, mais ça va se mettre à place assez rapidement avec Oui, donc ça va être un grand plexiglas qui sera mis dans le sas d'entrée avec des petits trous quand même pour qu'ils puissent parler, qu'on puisse les entendre. oui, parce que j'ai vu dans certains reportages que les gens parlaient à travers des vitres, notamment les baies vitrées, où il y a des choses qui se fait quoi pour améliorer leur quotidien, pour qu'ils puissent un peu voir leurs Voilà. proches. Et pour les visiteurs, ça serait, au lieu d'avoir un masque qui dissimulerait toutes les émotions, ça serait, on mettrait la petite feuille en plastique qui permettrait d'éviter, parce que comme il y a un petit trou avec des petits trous, on peut contaminer quand même. Mais avec cette protection en plus, voilà, on fera en sorte que on ne contaminera pas les gens par des gens de l'extérieur. Des questions, Nicolas? Et oui, je voulais demander à Aldéric si tu si avais des échos, parce que dans ton EHPAD, ça a l'air de bien se passer. Et en fait, moi, j'ai quand même l'intuition que dans les EHPAD, c'est passablement un mouroir. Est-ce que tu as d'autres collègues, des échos dans d'autres EHPAD? Est-ce que tu as l'impression que toi, tu es dans un EHPAD privilégié par la taille, tu l'as dit un petit peu. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de comment ça se passe ailleurs pour ce long temps? T'en entends parler ou pas, J'ai quoi, hein? voulu, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais appeler des collègues animatrices avant le live de ce soir. Et donc, je sais que le Covid est rentré dans certaines résidences, souvent dans les unités Alzheimer où les gens y gambadent et donc du coup ils vont se contaminer assez rapidement. Pour l'instant, j'ai pas plus de retours que ça. J'ai pas entendu parler de morts. Il y a même des endroits. Alors, on parle de Corian, on les tape, mais bon, je connais un très bon médecin qui est super bien, qui bosse chez Corian. Je dirais pas ouf, mais où on a eu des retours de sa part, où il y a eu par exemple un premier résident qui a été malade et qui s'en est très bien sorti. Il y a eu un deuxième résident qui a été malade, mais ça avait l'air de plutôt bien se passer. Donc, il n'y avait pas de complications. Donc, pour l'instant, c'est pas. Non, pour moi, je dirais Et pas. hors Covid, comment ça se passe dans ces EHPAD? C'est-à-dire, c'est des endroits. Quand même, il y a un quart des gens qui meurent en France qui meurent en EHPAD depuis 2015 au moins. Et les conditions, bon, pour vous, vous arrivez peut-être apparemment à pas trop maltraiter les personnes âgées, mais il y a de nombreux EHPAD où c'est de l'ordre de la maltraitance en fait. Ça, toi, tu as des échos depuis les années que tu bosses en EHPAD ou pas? Ah, moi, ça fait que 5 ans que je travaille en EHPAD. Ouais. Avant, j'étais en Ouais, travail ça commence social. à faire long, hein, 5 ans. Hein. Oui, oui, ça fait 5. Oui, oui. Bah, moi, où j'ai bossé, ça s'est toujours bien passé. Euh, Après, je sais que j'ai vu des trucs où c'est pas de la maltraitance, mais c'est que les gens, comme des collègues, ils sont pressés par le temps. Ils vont pas prendre le temps de dire à la personne, attention, vous déplacez en fauteuil roulant, on va la prévenir en la regardant devant, on va la prendre de derrière, de la surprendre d'un coup, elle a bougé. Mais ça, c'est dans l'habitude, c'est dans la pression du travail. Ouais, c'est la Et d'une pression. certaine manière, Puis je ne vais c'est de pas la leur jeter la maltraitance dans pierre. les deux sens. Hein. Oui, oui, Ça maltraite les voilà. salariés en même temps que les personnes âgées, parce qu'ils sont pas là C'est pour la ça. maltraitance Ouais, institutionnelle qui va ouais. faire le manque d'heures, manque de personnel, qui va faire que. Et nous, c'est ce qu'on demande. Hein. Nous, on demande vraiment d'avoir plus de personnel pour Mm. pouvoir avoir le temps d'accompagner, de proposer des choses, ouais, d'être là de les accompagner sur Ouais, leur vous fin êtes de sympa, vie. vous auriez le droit de demander des augmentations aussi quand même. Hein. Oui. Mm. Ouais. Ça fait 5 ans que j'y suis, j'y ai pensé. Si la directrice est là. Non, mais oui, c'est par exemple sur l'animation. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est hyper intéressant. C'est le groupement des animateurs en gérontologie, donc le GAG, qui préconise qu'il y ait un animateur temps plein pour 50 résidents. On en 50 est très loin. résidents. Ouais, 50 résidents. Pour l'instant, on est 1 sur 70-80. Et Ouais, nous, ça on fait a, pas beaucoup. Ouais. nous, on a un trois quarts, ouais, trois quarts, presque un temps plein sur 65 résidents quand la maison est remplie. Mais vous faites comment alors? Pour vous occuper de tout le monde? Vous On faites pourrait. quoi? Bah, là, en ce moment, comme moi, on est sur 3 étages. Donc, je ne vais pas à l'unité Alzheimer, mais sur le deuxième, troisième, quatrième étage, je fais en sorte de me répartir pour aller voir tout le monde. Donc, je cours entre les étages, j'enlève ma surblouse, je me désinfecte les mains. De toute façon, je me désinfecte les mains 40 fois dans la journée. Et puis, j'essaye de mettre en place sur certaines personnes des activités qu'ils puissent faire dans leur chambre, du coloriage. Là, je vais leur faire pousser des tournesols, voilà, d'avoir un truc, une plante à s'occuper.
mais je suis pas un magicien. Là. De toute façon, Ouais. au début, moi, ça m'a chagriné beaucoup. J'étais pas bien moralement sur les 2 premières semaines de confinement parce que je sentais que je pouvais pas faire mon métier totalement et ça me chagrinait beaucoup. Ça m'a mis très mal. Et puis à un moment, j'ai accepté de dire, bah, de toute façon, tu ne pourras pas tout faire. Essaye de faire ce que tu peux et de leur donner de la joie, de la bonne humeur. Je fais beaucoup de musique. Moi, je joue de l'accordéon, guitare. Vous m'avez vu dans les manifs Gilets jaunes. Et, Ouais. et puis, voilà, quand je repars, qu'ils ont des sourires, ils me disent, ah, mais quand est-ce que vous revenez? Du coup, ils s'intéressent à dire, ah oui, Adéric qui revient à un tel moment, donc on aura de la musique. Donc, ça leur donne un espoir, mais on fait avec des bouts de ficelle, ouais. Bah oui, mais on voit bien que ça, c'est ce qui relie peut-être le plus directement en dehors des métiers du soin, mais un peu tous les services publics, mais en particulier les EHPAD et l'hôpital, parce que Chaibia, vous avez aussi des gros problèmes de personnel, en fait. Ah oui, complètement. En fait, c'est là où ils essayent vraiment d'écrémer et de tailler à vif. Hein. C'est le personnel et le temps. Les On n'a pas le statutaires, temps. déjà, Donc, ils embauchent pas au statut, j'imagine. bah, il y a de plus, en fait, si tu veux, il y a de plus en plus de contractuels, de moins en moins de stagiairisation. Vu que c'est l'État, ils font comme ils veulent, donc tu peux rester stagiaire. Alors là, il y a eu une grosse crise quand même des urgences qui a duré plus d'1 an. Et grâce à ça, ils ont réduit les délais de stagiairisation pour les infirmières et les aides-soignantes. Donc les aides-soignantes, au lieu de 3 ans, c'est passé à 24 mois. Et les infirmières, au lieu de 24 mois, c'est passé à 16 mois. Et encore, c'est encore trop long, parce que voilà, on en a besoin. Parce que les gens, après, ils partent. En fait, le souci, on parlait de la banqueroute de la santé publique, les gens, au bout d'un moment, ils s'en vont dans le privé. Ils s'en vont dans le privé parce que c'est mieux pour eux, les conditions sont meilleures, même si à long terme, je pense que c'est pas... on va tuer le service public, donc sa mission de service public, quand même. Ça, c'est pareil. Il faut rappeler aux gens à quoi ça sert un service public. C'est pas une clinique privée, un hôpital public. J'ai un ami qui parle de ça là, sur il y a la recherche, la notion de recherche. Les CHU font de la recherche. Chaibia, sur les embauches, oui, j'ai un ami qui parle de ça, qui devait participer à l'émission mais qui n'a pas pu. Et lui, apparemment, il explique qu'il est sur Paris, il est infirmier psychiatrique. C'est quoi son prénom? Jeunes actifs en contrat. Son que prénom? l'hôpital menace Nicolas de ne pas leur donner leur statut. Nicolas, son prénom? S'ils se rebellent. Nicolas, son prénom? Complètement. Ludovic. Ludovic, justement, parce que Ludovic, il nous laisse des messages. C'est pour ça que je te demande son prénom. Ouais, c'est ça, c'est Ludovic. Voilà, donc on le salue parce que justement, il nous fait pas mal de messages sur le direct. Donc moi, je suis en train de les lire au fur et à mesure. Donc le dernier message de Ludo. Je ne sais pas s'il y a des recoupements sur ça. Est-ce qu'ils mettent la pression et comment? Est-ce qu'ils menacent aussi directement toi, Chaibia, de pas donner le statut de fonctionnaire, ou est-ce que c'est un genre de carotte, quoi, quelque part, ou complètement. Si tu veux, quand tu es soignant ou infirmier ou secrétaire, enfin les 120 corps de métier dont on a parlé, et que pendant 1 an et demi, 2 ans, on te met la carotte, tu peux pas prendre de crédit, tu peux pas démarrer ta vie tranquillement, tu dis rien et t'es corvéable à merci, donc tu fais 58, 60 heures, enfin tu fais tout ce qu'on te demande. Alors déjà que les titulaires ils osent pas parler, alors les contractuels, faut pas rêver quoi, c'est normal. Si tu veux, quand tu es soignant. Non, mais c'est partout pareil, quoi. En fait, c'est partout pareil. Si tu veux, moi, c'est un ancien qui me forme, qui m'a expliqué que les patrons du privé sont rentrés dans le public. Voilà. Le bon directeur des ressources humaines qu'il y avait il y a 15 ans, quand tu rentrais dans le bureau pour régler un truc et c'était clair, et respecter ce fameux statut de la fonction publique titre 4, c'est terminé. C'est fini ce temps-là. D'où les procès réguliers contre des trucs de b.a.-ba. Moi, je connais des contractuels, par exemple, à qui on refuse de donner des indemnités chômage, alors qu'on n'a pas voulu leur donner leur contrat à temps. Donc, elles sont allées s'inscrire à Pôle emploi et on dit, non, c'est vous qui avez démissionné. Ah, mais c'est bizarre, voilà. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Nous, on a un cas qu'on suit, là, donc on va voir ce que voilà, ça donne. c'est un cas similaire au mien, en tout cas. Voilà. Ouais, oui. J'ai démission volontaire. C'est la reine de la terreur, la fonction publique. Mais même, regardez l'éducation nationale, Blanquer, ce qu'il a fait. Les profs n'osent pas parler. Moi, je discute avec des instituts en off. Elles sont mortes de trouille. Elles ne peuvent pas parler. Voilà. Et ça passe, les gens se rendent pas compte, mais la liberté d'expression, les manifestations, c'est des enjeux démocratiques aujourd'hui. La dernière fois, j'avais soulevé avec Nicolas le nombre de contractuels dans la fonction publique, la fonction hospitalière. Aujourd'hui, à Édouard-Herriot, par exemple, il y a combien de titulaires? 12%. On avait demandé ça. 12% de? Donc c'est 12% de contractuels de 12%, CDD. d'accord.
sur des postes vacants en plus. Oui, hein. oui, bien sûr. Normalement, c'est illégal. Oui, je sais. C'est-à-dire quand tu as un poste vacant, tu dois stagiairiser et titulariser rapidement. Voilà. Ou alors il le supprime. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, c'est vraiment des emplois très précaires. Hein. Ouais, Donc bien déjà, sûr. ils sont moins payés. Bah, c'est Les gens, difficile voilà. de se Il y loger. a fonctionnaires et fonctionnaires. Hein. C'est difficile de se loger, de trouver un propriétaire qui veut bien comprendre que dans la fonction aujourd'hui publique, Tout à fait. ce sont des contrats de 6 mois renouvelés, quoi qu'il en soit, même si c'est sur un poste fixe, parce qu'on est renouvelé tous les 6 mois. Donc il y a le poste, il existe, hein, sauf que c'est des contrats renouvelés de 6 mois. Complètement. Ouais. La précarisation. Par exemple, quand la crise Covid a commencé, je réponds à Ludovic, là je vois son dernier, sa dernière info, il y a eu un mail de la direction générale. Je lui ai envoyé le lien Zoom à Ludovic, peut-être il va essayer de se connecter si ça marche. Bon, bah écoute, et donc bienvenue. attention, la crise Covid arrive, vous allez être interpellé par les journalistes, donc ne dites rien. Voilà. Et il y a même des militants syndicaux qui étaient inquiets, donc faut arrêter. Enfin, je veux dire, comment ça, c'est une crise internationale. Donc ne dites rien, voilà. Il y a des gens là qui sont attaqués, dans je sais plus quel coin je l'ai sorti le tract, parce que justement ils ont diffusé des informations sur les blues. Oui, il y a eu une mise à pied. Il y a eu une mise à pied, ouais. On en a parlé. Mais il y en a une autre. Alors attends, il y a Aumont, il y a Rouvray aussi, voilà, Rouvray. Donc maintenant, nous, on regarde bien, c'est bien marqué. Il faut que ça soit marqué confidentiel à ne pas divulguer. Donc c'est une chasse aux sorcières en fait. Ils ont peur de. Mais bon, je voulais parler du Vinatier là où ils ont supprimé des lits encore. Bah les gens ils sortent, hein, ils font des manifs à 1,50 m avec des masques, avec des casseroles et ils tapent tous les mardis, tous les jeudis. Donc on leur envoie tout notre courage avec les gilets jaunes. Voilà. Donc les gens ils commencent à se réveiller. Hein. Bah, il y a Ludovic qui vient de nous rejoindre, qui travaille en psychiatrie en plus. Du coup, il va pouvoir nous parler de la psychiatrie et peut-être plus sur Paris. Ça va, Ludo? Tu nous entends? Non, pas nécessairement. Bon, le temps qu'il se connecte, de toute manière, voilà, que le son arrive. Il est connecté, mais voilà. le son ne fonctionne pas forcément. En tout cas, vous êtes bien en direct. Il est 22h23. Nous sommes le 25 avril. Merci à vous tous qui nous rejoignez ce soir pour le 12e numéro de Quartier Général, la banqueroute organisée du système de santé. Bonsoir, Ludovic. Salut, vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend. Ah, bah, super. Salut tout le monde. Bonsoir. Donc, on a vu les commentaires. Merci en tout cas. Donc, on n'a pas pu suivre tout le monde. Merci à vous. C'est une bonne émission. Je devais être là depuis le début, puis j'étais un peu malade hier. Donc, moi, je suis content de vous rejoindre. Bah ouais, c'est super. Et justement, tu tombes à pic parce que Shaibiel est en train de parler de la psychiatrie et du Vinatier à Lyon, que tu connais un peu, mais enfin, toi, tu es surtout infirmier psy sur Paris, quoi. Alors, je suis infirmier plus que sur Paris, dans le 93, qui est un des départements les plus touchés là, sur l'Allemand et sur l'Île-de-France. Et donc, effectivement, je suis infirmier à l'hôpital de jour, sur un hôpital de jour. Et donc, j'ai été réquisitionné puisque les hôpitaux de jour ont été fermés sur la région parisienne. Aux dépens de nos patients, puisqu'ils sont seuls chez eux, sans suivi ambulatoire. Et j'ai été réquisitionné sur un service Covid+, en psychiatrie. Donc on accueille, à l'origine on devait accueillir 11 patients testés positifs, et on a dû pousser les murs, puisque là à l'heure actuelle on est à 21 patients. Et ça se passe comment? Donc nous on a la chance d'être un peu devenu contre notre volonté, mais le service phare de l'hôpital. Donc on a du matériel, matériel, heureusement. Beaucoup aussi d'entraide solidaire de la part des villes voisines qui plein de dames, plein de gens qui nous fournissent des surblouses, qui nous fournissent, qui nous ont fait un atelier sac poubelle pour nous protéger. Il n'y a pas des fermetures, parce que Shaibia, elle est en train de parler des fermetures. Apparemment, ils ont fermé un paquet de services au Vinatier. Alors, au Vinatier, c'est 27 lits. On ne sait pas du tout s'ils vont les rouvrir, quoi. Je sais que le Vinatier, là, ils sont en guerre là depuis quelques jours, parce l'administration, en tout cas les tutelles, menacent de fermer un service entier. J'en sais pas plus. 25 lits. Voilà, 25. 25 lits. Pourquoi, comment, est-ce que c'était déjà en amont prévu ou pas? J'en sais rien du tout. Ce qui est clair pour nous, c'est que y a une attaque franche de nos conditions de travail. Par exemple, des plannings qui sont pondus comme ça un peu à la va-vite parce qu'on est dans une crise sanitaire, donc on fait les choses, on agit, on pense pas.
Donc, nous, on se retrouve à bosser en 12 heures avec 2 lignes de soignants, ce qui nous oblige à être en repos pendant 15 jours. Et comme l'hôpital n'aime pas trop mettre ses agents en repos, on nous met en ASA. Qu'est-ce que c'est, ASA? Alors, les ASA, c'est des autorisations spéciales d'absence qui, normalement, sont censées être demandées par un agent. Là, c'est l'hôpital qui nous met sous ce système-là. Et donc, un ASA est compté 7 heures. Donc, on ne génère plus d'RTT. Donc, on va perdre des jours à la fin de l'année. Voilà. Donc, en fait, dans un truc où en fait, on n'a rien demandé, on nous demande sur du volontariat de venir soigner des patients psy en Covid, avec toutes les difficultés qu'on a de maintenir les barrières avec des patients qui sont pas bien. Hein. On nous sucre des jours. Voilà. Et les pressions hiérarchiques chez toi? Si tu peux en parler, enfin, te mets pas forcément. Ouais. Non, écoute, il y a pas. Nous, on a reçu un peu des mots, des mails. On a reçu des mails comme quoi on nous interdisait en gros de parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Merde. Bon justement, voilà. c'est le message qu'il a. En même temps, je diffame pas. Hein, je dis ne pas diffuser nos difficultés sur les réseaux sociaux sous peine de blâme. Ouais. Alors effectivement, c'était en sous-entendu. Hein. C'était en sous-entendu, c'était pas dit comme tel. Mais bon, voilà. À la fin du mail, on comprenait ce qu'on risquait. Quoi. Mais là, c'est un peu trop tard, en fait, puisqu'on sait ce qui se passe justement au niveau des manques, des moyens, les difficultés que rencontrent les soignants, les blouses blanches, on le sait maintenant, donc il n'y a pas besoin de le cacher. On le sait parce qu'il y a heureusement encore des gens qui peuvent parler et qui s'autorisent au droit de parler, effectivement. Après, on vit un quotidien qui est extrêmement difficile. Enfin, au-delà du fait de ne pas avoir de moyens, moi, ce qui m'est le plus difficile, c'est quand je rentre le soir que je peux pas serrer mes enfants dans les bras, pas embrasser ma femme, et ce pendant toute la période. C'est-à-dire que moi, je bosse en gros en 12 heures, donc 3 jours de travailler, 3 jours de repos, 3 jours de travailler. Après, je pars 15 jours donc en repos. Pendant 15 jours, je sais que potentiellement, je suis porteur de cette saloperie et je retourne au boulot. Donc, en fait, moi, il n'y a pas de trêve. Voilà, il n'y a pas de trêve. Nicolas ? Ouais, et Aldéric, t'as pas entendu sur les pressions. Il n'y a pas nécessairement de pression. C'est une pression structurelle, vous, en EHPAD, en fait. C'est une pression de l'organisation du travail, mais il n'y a pas forcément de... Ouais, c'est très hiérarchisé, hein. Il y a direction nationale, direction régionale, et après, du coup, moi, je sens que des fois, ma directrice, voilà, elle subit ces pressions et qu'elle ne veut pas nous les faire forcément subir parce qu'elle est, moi, je la trouve très humaine, mais on sent que, voilà, il faut tirer sur la corde, et il faut faire attention. Ouais. Mais on n'a pas, moi, j'ai pas de pression, dire, ouais, vous n'avez pas le droit de diffuser des choses, de parler ça. Après, on a le secret médical, ce qui est normal, mais ça reste à ce niveau-là. Et il y a Phil qui vient de nous laisser un petit message, justement, le fameux devoir de réserve. Est-ce qu'il est justement vraiment de réserve ce devoir, ou c'est plus la réserve qui est le devoir? Comment on peut faire en sorte de contenir justement la peur qu'on avait parlé avec Chabia, justement. Dire ça, ouais, parce que c'est des choses qui sont poussées. C'est pas compliqué, les profs en fait, aussi sont poussés à ça, et puis vous aussi, quoi. Alors, le devoir de réserve, je pense qu'il faut pas tomber dans le panneau, parce que sinon on est en Corée du Nord. Nous, dans notre domaine, si tu divulgues pas de données médicales, le nom de tes patients et ce que tu leur fais, ton vécu, tes conditions de travail, faut arrêter, quoi. Enfin, voilà. Le devoir de réserve, voilà, c'est surtout au niveau du secret médical et des gens que tu prends en charge. C'est tout. Et pas de diffamation, pas d'injure. Voilà, oui, c'est tout. Sûr. Après, le reste, ils ont fait régner la peur, quoi. T'as le droit de t'exprimer, quoi. Il t'arrive des choses au boulot, tu les vis, quoi. Mais tant que tu dis pas que tu soignes, voilà, tartempion, machin, patin, voilà, ou que tu diffames pas, il y a pas de raison de pas pouvoir. Ou alors on est plus en France, quoi. Enfin, voilà. Enfin, il y a un moment donné, faut arrêter. Enfin, nous, on a des militaires avec nous, ils ont moins peur que nous, quoi. Donc, faut arrêter. Alors justement, Nicolas, je voulais juste dire, alors comment vous sentez
cette guerre que j'allais dire Nicolas Sarkozy, Emmanuel C'est pas Macron, moi qui fais la guerre, moi je suis pour la paix. chaque président a presque eu sa guerre, hein, de toute manière, Ouais. sauf Chirac qui a pas voulu la guerre en Irak. Donc ça, on l'oublie, mais en tout cas sous Mitterrand, sous Nicolas Sarkozy, sous Emmanuel, on a l'impression qu'ils veulent tous une guerre. Et donc pour Emmanuel Macron, donc cette guerre, est-ce que vous la sentez vraiment comme une guerre? Bah, Chaibia, t'en as parlé Ouais. tout à l'heure. Clairement, pour toi, c'est Ah, un non. mensonge d'État, ça, quoi. Hein, Non, moi, on n'est pas en guerre. Enfin bon, moi, en plus, dans ma famille, il y a des gens qui ont connu la guerre. Faut arrêter d'utiliser ce terme ces mots. C'est très dangereux parce que les gens, quand ils deviennent alors déjà, on n'est pas en guerre. Il faut revoir les définitions. Parce qu'il y a Voilà, beaucoup de médecins quand il y a un même qui problème interviennent économique sur qui a des été mal plateaux de géré, il n'y a pas télévision eu d'anticipation et qui ont disent été qu'on est faites. en guerre. Bon, voilà. Et puis on peut pas s'improviser chef de guerre comme ça, déjà. Ensuite, les termes de héros, c'est super dangereux parce que du coup, tu peux pas revendiquer. Hein. Si tu parles de salaire, c'est caca, hein, c'est pas bien, hein, c'est mercantile. Si t'es fatigué, bah t'es plus Superwoman ou Superman. Donc faut pas tomber dans le panneau, faut faire attention. Bon, voilà. Donc le langage, il est super important. De toute façon, ils ont fait des études pour ça. Il faut le décortiquer. Non, moi je me sens pas en guerre. Eux sont en guerre contre un système économique et social. Ça, c'est clair. Voilà. C'est des néolibéraux qui veulent complètement bousiller le système, le service public. Mais le citoyen lambda, il veut vivre, s'occuper de sa famille, et rester en bonne santé le plus longtemps. En Seine-Saint-Denis, c'est ceux qui sont le plus touchés, et c'est à cause de la paupérisation. Et c'est voilà. Donc parlons de voilà. L'ouvrier il perd 10 ans hein, par rapport à quelqu'un qui a voilà. Ouais, Donc en espérance faut de vie, revoir les bases quoi. Voilà, en espérance de vie. Donc la guerre elle est plutôt à la limite économique et ça fait des années qu'elle dure. Mais là on n'est pas en guerre. Faut Justement, arrêter. Nicolas Ils ont mal avait géré le truc évoqué. depuis des années et puis c'est tout quoi. Nicolas Voilà. avait évoqué Et lors puis d'une c'est pas eux qui précédente sont sur le émission. front. Hein. Moi tous mes Elle directeurs m'entend ils font pas. tous leurs instances par visioconférence. Hein. Ils iront pas avec un tablier poubelle pour aller soigner les gens. Hein. Ouais. On est allé les voir pour poser une alerte danger grave et imminent. Ils ont collé les murs, limite sortez. Je me suis sentie une pestiférée quoi. Donc voilà. Tu peux repréciser ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette histoire? On a posé des dangers graves et imminents dans mon établissement. 3 dangers graves et imminents parce que ça va pas du tout. Hein. Voilà, ils n'avaient pas le matériel ni rien. À 8h du matin et c'était la panique à Ça bord. correspond à quoi? Ah, sur le registre spécial, en fait, en tant que membre du CHSCT, quand tu vois que les agents sont en danger grave et imminent, C'est une tu requête dois, en fait, c'est une main ta courante requête quasiment. ouais, c'est une grosse main courante, on va dire. Ça engage la responsabilité du directeur et il doit trouver des solutions. Voilà, c'est super important ça. C'est pour ça que Macron il veut la tête du CHSCT. C'est une des prérogatives des membres du CHSCT. Voilà, c'est très très important ça. Dans le Et privé, s'ils ça le a font disparu. pas- Alderi qui nous en parlait tout à l'heure. Avec Dans le privé, ils CSE, sont c'est disparu. Mais j'ai appris que les inspecteurs du travail, sur lesquels ils tapent notablement en ce moment, peuvent le faire, peuvent faire des expertises et des alertes. Bref, et quand on est arrivé, mais ils étaient en panique. On a eu même des retours de bâton de la part de la direction générale. Hein. Mais que, vous avez mis de la pression sur les directeurs. Quoi. J'ai halluciné. C'est eux qui ont Ils la ont pas pression. l'habitude, ouais. C'est eux qui mettent la pression Je te promets d'habitude. qu'ils ont ouais. paniqué. Et vous n'avez Bah, pas c'est de bien, masque. c'est bien. Alors nous, on s'est gardé à 1m50. Il fallait tout nettoyer autour de nous. Enfin, mais j'avais l'impression d'avoir la peste. Voilà. Ouais. Et ces gens-là, ils se protègent. Par contre, nos collègues sur le terrain, ils sont pas protégés. Voilà. Ludovic sur la guerre peut-être? Moi, j'ai une culture un peu lacanienne et je me méfie beaucoup des signifiants. Voilà, le terme de guerre, de héros, de sacrifice, moi, j'ai rien de tout ça. Hein. Moi, je suis un être humain, je fais mon boulot, je suis payé pour, misérablement peut-être, mais je suis payé pour. Moi, j'oublie pas qu'il y a des passions derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit que ce virus touche tout le monde, c'est un virus aussi de classe, quoi. Hein, je suis désolé, mais le 93 là à l'heure actuelle, pourquoi on est le plus touché? Parce que effectivement, on est la population peut-être qui travaille le plus en ce moment, hein, les éboueurs, les caissières, voilà. Vivre dans un 30 mètres carrés assise, effectivement, ça donne pas envie de se confiner, donc beaucoup de gens sont dehors. Hein. Le confinement dans le 93, il est extrêmement difficile à mettre en place. Hein. Moi, je vois de toute façon, la police ne sort pas de son véhicule. Hein. Ils sont trop, ils ont les foies, et puis c'est des êtres humains aussi, donc je leur jette pas la pierre. Mais entendre que c'est un virus qui touche tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sémiologiquement, oui, il peut toucher tout le monde, mais effectivement, les gens les plus à risque sont effectivement les classes sociales qui sont amenées à travailler parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein, voilà, clairement. Et justement, alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on avait évoqué avec Nicolas
que c'est la population la plus pauvre dans laquelle il y a le plus de décès, justement. Eh oui, bah oui, forcément, parce que au-delà du fait d'être pauvre, enfin tout ce qu'entraîne la pauvreté, la malnutrition, le fait de ne pas avoir accès aux soins, de ne pas aller aux soins, la promiscuité, enfin voilà, tout ce qui peut amener le contexte favorable pour ce genre de virus et effectivement les décès, hein, de toute façon, puisque Il y a comme facteur de risque, il y a le diabète, il y a il y a des tas de choses qui sont des maladies qui touchent aussi les... Ouais. Personne ne le dit, mais il y a une grosse comorbidité, hein, notamment l'obésité. Oui. Ouais, et l'obésité, c'est la malnutrition et la sédentarité. C'est ça, tout à fait, voilà. Et puis, bon, principalement, ça touche aussi beaucoup les personnes âgées. Enfin, je veux dire, hein, quand même, hein, la moyenne d'âge de la mortalité, elle est quand même, je sais plus, la semaine dernière, elle était à 85 ans. Hein, donc. Oui, mais parce qu'effectivement, plus tu montes en âge, plus tu as de comorbidité, plus tu as de diabète, plus tu as, voilà, enfin, de toute façon, tout s'explique effectivement plus ou moins, quoi. Heureusement, ça touche moins les enfants, mais ça touche quand même les enfants, hein, il faut le savoir, hein, les enfants peuvent être malades, hein, ils sont pas tous asymptomatiques. Et puis voilà, enfin nous, il y a plein de questions qui me trottent dans la tête, c'est-à-dire que, enfin bon, c'est très angoissant, mais moi j'ai des enfants qui prennent le métro pour aller à l'école, on parle du 11 mai, on nous dit voilà, il faut les refoutre à l'école. Métro, enfin tout ça, c'est des angoisses qui sont absolument pas prises en compte. Donc qui se rajoute moi à ma charge émotionnelle, hein, de soignant, bien sûr. Voilà. Et on a l'impression que tout ça, en fait, l'humain, putain, enfin l'humain est complètement, alors que ça touche l'humain, tout ce qui fait l'humain est complètement balayé par enfin je disais dans mes commentaires, mais ça n'a pas été relayé, mais bon, le système bancaire, le système financier à l'heure actuelle, le but du gouvernement, c'est de maintenir l'homéostasie de ce système, très clairement. Et là, on a une chance énorme avec cette crise C'est pire ce qui sanitaire. nous arrive, Ludo, parce qu'il y a une récession de 10%, et ce que ce gouvernement va organiser, c'est que les 10% de récession, ça soit nous qui les payons et pas les financiers. C'est ça le truc. Donc, moi j'ai double peine, moi en plus. J'ai double peine. Donc, à partir du moment où tu n'as pas des actions en bourse, de toute façon, on est tous double peine là. Hein. Alors qu'on nous a dit qu'il fallait acheter, hein, là, en ce moment, il fallait acheter ça. Et surtout, apparemment, il faut investir dans les EHPAD, ça rapporte gros. Investir sur Aldéric. Non, mais d'ailleurs, là, il faut savoir que les EHPAD remplissent énormément parce que, à peine décédés, les lits chauds sont tout de suite remplacés. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, j'ai vu que tu mettais ça dans les commentaires. Ouais. Voilà, j'ai 2-3 collègues qui travaillent sur des groupes, des grands groupes. Hein. Je les nommerai pas parce que j'ai pas envie de les mettre en difficulté. Mais effectivement, les lits chauds sont remplacés très rapidement. Donc, dans une pleine crise sanitaire où la promiscuité crée l'infection, ils remplissent. Voilà, ils remplissent. Alors nous, c'est le contraire. Ouais. On évite vraiment, là, depuis le début du Covid, on a fait une entrée. Ah ouais, mais vous êtes vraiment en EHPAD particulier ou enfin, je sais pas, ouais, quand je vois d'autres informations, mais non, moi, c'est l'IDEC. De toute façon, elle refuse les entrées. Et de toute manière, une personne qui rentre, elle est en 14 jours, elle reste dans sa chambre. Alors, non, mais c'est rassurant d'un sens que chez vous, ça se passe plutôt bien, visiblement, c'est bien. Ouais. J'ai pas de comparatif, mais ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, il est 22h49 et on a encore 5-10 minutes. Et après, on va conclure l'émission, si vous voulez bien. Eh ben, un petit mot de conclusion chacun, Shaibia, peut-être. Écoutez, déjà, je vous remercie parce que c'est important qu'il y ait ce genre de médias pour qu'on puisse diffuser des informations, notamment la vidéo, puis les explications de Pierre. Voilà, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Oui. Voilà, donc je passe aussi le bonjour aux collègues qui nous écoutent, qui sont sur le front, parce que il n'y a pas de guerre, mais il y a des gens qui sont sur le front et sans matériel. Voilà. Donc il y a une grosse pensée pour tous ces gens-là. On va rester optimiste et effectivement il y a une pétition qui circule, plus jamais ça. Effectivement, faut faire en sorte de faire mieux parce que on peut faire mieux. On a les moyens de faire mieux. Voilà. Donc j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Alors cette pétition, la trouve où, Shaibia ? Merci à toi, merci. La pétition, la trouve où ? Plus jamais ça, je te passerai le lien. Ok, puis on la mettra demain dans la vidéo. D'accord ? Ouais. Merci en tout cas, très bonne soirée et à très bientôt sur Droit Citoyen. À bientôt. Bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. En tout cas, merci. Donc il y a
Aldéric qui reste. Moi, j'aime bien sa voix. Lui, il a une voix de radio. Il Ouais. faut vraiment. Ah ouais, mais franchement, je suis fan. Là, il faut vraiment qu'il Aldéric, fasse. on va peut-être t'embaucher pour faire Ah des ouais. jingles en attendant. Est-ce que tu as quelques mots de... Enregistre, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est ça. C'est mon papa qui est en train de m'écouter là. Ouais. Ouais, il y a de quoi faire une reconversion en tout cas, ou peut-être quelque chose en complémentarité. En tout cas, l'animation, ça lui va bien. En tout cas, la voix, elle s'y prête. Oui, alors moi, ce que je veux dire, c'est que là, dans ces moments-là, c'est important. Moi, je le vois avec mes collègues, qu'il y a encore plus de solidarité qu'avant et qu'on se serre les coudes, que la parole s'est libérée aussi. Il y a des choses qui se disent. Sur le personnel en EHPAD, on n'est pas très politisé. À l'époque des Gilets jaunes, voilà, ça a quand même remué beaucoup de choses. Donc, moi, c'est des moments où j'avais beaucoup de débats avec mes collègues. Je remontais des informations de ce qui se passait dans la rue à mes collègues et je continue encore. Mais sur ce qui se passe à l'heure actuelle, voilà, les gens, ils voient bien ce qui se passe et qu'est-ce qui est mis en place. Et encore plus, ils se sentent délaissés. Donc, on se serre les coudes, on fait en sorte de garder de la force parce qu'on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de s'entraider et voilà, on lâche rien. Et la rage pour après, quelque part. Ouais, grave, ouais. Cool. Il y a de quoi faire hein, après le 11 mai. Bon, on ne sait pas comment ça va s'organiser, mais en tout cas, il va se passer certaines choses. Ludo, il me semble que tu es bien remonté, toi aussi. Ouais. Alors, Ludo, c'est ce que tu as envie de dire en conclusion en même temps. Juste avant que Ludo. Non. Moi, je vais conclure surtout rebondir sur ce que dit Aldéric. C'est-à-dire que effectivement, il y a une belle solidarité qui se met en place en dehors de toutes nos tutelles, nos gouvernements, nos gouvernants. Je voudrais surtout appuyer sur le fait que, mais je voudrais dire merci aux étudiants infirmiers, étudiants médecins qui viennent nous relayer, nous renforcer. Au dépit de leur santé et puis de leur rémunération, parce que c'est une honte ce qui se passe, ça il faut le dire, c'est une honte quoi. Ouais. On envoie de la chair à canon, alors nous on l'est, mais alors eux encore plus, parce qu'ils sont payés une misère quoi. Et ça il faut le diffuser parce que ça se tait et on est en train de transformer cette période pour eux en période de stage, ce qui est une honte absolue parce qu'ils apprennent rien, ils sont au turbin. Voilà, ça c'était important, c'était un peu mon point important à faire remonter ce soir, la solidarité qui est énorme au sein du 93. Plein de grands-mères qui se mettent à nous coudre des masques, des charlottes, des surblouses, c'est extraordinaire. Il se passe vraiment quelque chose là. Et ce serait tellement dommage, mais tellement dommage qu'on loupe le coche. Quoi. Le 11 mai, qu'on loupe le coche ou après qu'on loupe le coche, ce serait dommage. Quoi. Voilà. Merci pour ce que vous faites parce que vous êtes, voilà, c'est important ce genre de choses qui se passent là, de connexion entre les gens. C'est ce qui nous fera nous sentir plus humains et gagner certaines batailles. Quoi. Voilà. Ok, et Nico, merci. Particulièrement, je t'embrasse, ça fait plaisir de voir ta Pareil. tête. Bah ouais, pareil. Ah oui, les cœurs, c'est bien ça. Les cœurs, je peux qu'en faire, je t'ai monté la tête. Ce qu'on disait la semaine dernière avec Candy, Kate et je sais plus qui, justement, aujourd'hui les gens ils se voient, ils parlent. N'hésitez pas à aller voir vos voisins parce que il y a beaucoup plus de proximité qu'avant. Les gens se parlent et ça c'est très bien. Donc il faut pas hésiter, il faut pas être timide et puis voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis, vous tous qui nous suivez sur Droit Citoyen. Le média libre et citoyen sur la page Facebook directement droitcitoyen.info, le site droitcitoyen.info, la web radio. Vous recherchez l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot. Je voulais juste, avant de terminer cette émission, parce qu'il y a le Ramadan qui a démarré il y a quelques jours, comme il y a eu quelques temps, il y a eu Pâques. Donc en tout cas, je voulais quand même soutenir ceux qui doivent passer le Ramadan d'une façon qui n'est pas celle du Ramadan d'habitude. Pas qu'en France, hein, mais aussi en Tunisie, au Maroc, en Algérie et autres, c'est que aujourd'hui ils sont confinés et alors que le Ramadan c'est une période de fête, de joie où on invite justement ses voisins, ses amis, ces gens justement à partager un repas et là c'est un peu plus difficile de le faire dans cette situation avec le Covid. Donc en tout cas on les encourage et puis en tout cas très bon appétit parce qu'ils ont dû manger il y a pas longtemps en tout cas. Très bonne soirée à vous tous, à vous toutes. Merci de nous avoir suivis sur Droit Citoyen. On se redonne rendez-vous la prochaine pour Parole de Gilets jaunes, ce sera l'édition numéro 2. Et puis peut-être que Aldéric qui viendra, on ne sait pas encore en tout cas. Merci en tout cas. Je réciterai des poèmes. Ouais. Merci en tout cas, très bonne soirée à vous tous. Merci à toi Vincent, merci à tous. Merci. Bisous les copains. Ciao. La Merci radio pour de ces tous les messages de citoyens solidarité. et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen.